Ok, donc bonjour à tous. Je m'appelle Fabrice Drouin, je travaille chez A5, dont vous avez peut-être entendu parler. Et chez A5, on travaille sur le réseau Lightning, qui est un réseau de paiement performant qui est construit au-dessus de Bitcoin. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ce qu'est Lightning, comment ça fonctionne. Ce sera la première partie. Et en deuxième partie, je ferai quelques démonstrations, puisque Lightning c'est opérationnel aujourd'hui sur le mainnet, donc on peut déjà s'en servir pour acheter des choses avec des vrais bitcoins. Et je ferai aussi un atelier. Donc pour les gens qui ont amené des PC, qui a amené son PC? Ok, donc on fera une pause à la fin de la présentation. Je prendrai quelques minutes pour vous montrer ce qu'il faut installer. L'idée, c'est qu'on arrive à... Bon, je ferai la démo. Si on arrive à avoir peut-être 2 ou 3 machines autour desquelles les gens peuvent se rassembler pour voir les manips, ça peut être intéressant de voir comment concrètement Lightning ça fonctionne. Donc, mais je vais d'abord que vous commencez par... vous pensez ce que c'est Lightning. Qui sait déjà ce que c'est Lightning? Ok, qui ne sait pas du tout ce que c'est Lightning? Est-ce qu'il y a des gens? Ok. Bon, très très bien. Donc je vais passer rapidement sur la genèse de Lightning. Donc tout le monde, j'imagine, sait ce que c'est Bitcoin. Bitcoin, c'est une monnaie numérique sans tiers de confiance. C'est une forme de Graal. C'est-à-dire que beaucoup de gens se sont cassés les dents sur comment faire une monnaie numérique sans tiers de confiance, au point où on pensait que c'était impossible. Avec tiers de confiance, c'est très facile. Il y a des tas d'exemples. Si vous connaissez des tickets PSF Card ou des choses équivalentes, à partir du moment où vous avez un émetteur qui contrôle l'émission et la gestion de la monnaie, c'est très facile de faire une monnaie numérique, mais vous devez faire confiance complètement à une entité. Ce qui était vraiment compliqué, c'était de faire du cash qui soit sans tiers de confiance. Et puis, c'est ce qu'une personne ou un groupe de personnes a réussi à faire en 2008. Ça s'appelle Bitcoin, et c'est une monnaie qui fonctionne sans tiers de confiance, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de faire confiance à une entité pour gérer vos transactions. Exprimé autrement, ça vous donne la possibilité de devenir votre banque et de contrôler ce qui se passe avec votre argent, ce qui n'est pas forcément le cas quand vous passez par un système traditionnel. Même si ça marche très bien en France, en fait, votre argent à la banque, ce n'est pas le vôtre, c'est celui du banquier, et vous dites au banquier de faire des mouvements avec. Ici, ça se passe très bien, mais on peut imaginer qu'il y a des situations où ça se passe un peu moins bien. Bitcoin, ça se présente comme ça. Ça, je pense que vous l'avez tous vu. Si je veux envoyer des bitcoins à quelqu'un, je vais scanner un QR code. Et grâce à ce QR code, je vais envoyer de l'argent vers une adresse que la personne qui m'a affiché le QR code contrôle. Concrètement, ça, c'est une adresse qui est à moi. Donc, si certains d'entre vous ont un wallet Bitcoin, et si vous voulez bien le scanner, vous pouvez m'envoyer de l'argent. Et moi, j'ai rien à faire. Absolument rien. J'ai pas besoin de savoir qui vous êtes. J'ai pas besoin de vous faire confiance. Je vais devoir attendre un petit peu avant d'être sûr que j'ai reçu l'argent. Et cet argent, il va être associé à des clés privées et il va falloir que je les protège. Ça, c'est l'expérience Bitcoin que je pense que vous connaissez tous. Alors ça, je ne vais pas passer... Je pense qu'on ne va pas avoir le temps là-dessus. Il y a 3 choses qui sont très importantes sur Bitcoin, qui sont importantes pour comprendre comment des protocoles comme Lightning fonctionnent. C'est la blockchain, les UTXO et le script. En général, tout le monde sait ce que c'est que la blockchain. Il y a un peu moins de gens qui savent ce que c'est que les UTXO et qui connaissent le modèle de script. Si vous voulez creuser d'un point de vue technique ce qui se passe sur une monnaie comme Bitcoin, c'est des choses qui sont importantes à regarder et à comprendre. C'est pas si compliqué que ça et ça va vraiment vous donner les clés pour comprendre facilement ce qu'on fait sur Lightning et les différences qu'il y a entre des monnaies à UTXO et des monnaies où vous gérez des comptes. Donc c'est des choses qui ne sont pas souvent présentées et qui sont à mon avis très importantes pour comprendre comment ça marche. Donc la blockchain, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Qui ne sait pas ce que c'est que la blockchain? Donc on va passer très très vite. Les transactions sont groupées en blocs. Les blocs sont chaînés entre eux, c'est-à-dire que chaque bloc a l'adresse du bloc précédent, comme une liste chaînée en informatique. Les blocs se propagent entre les nœuds du réseau et vous avez des nœuds qui sont spéciaux, qui sont les mineurs, qui vont générer de nouveaux blocs. C'est-à-dire que vous avez plusieurs types de droits sur une blockchain. Vous avez le droit de lire, ça c'est tout le monde. Vous avez le droit de publier des transactions sur une blockchain publique, c'est tout le monde, et vous avez le droit de valider des transactions. Ça, c'est tout le monde, mais c'est coûteux. Donc sur une blockchain comme Bitcoin à preuve de travail, tout le monde peut valider des transactions, mais en pratique, seuls des mineurs qui ont un équipement et une puissance de calcul suffisante pourront le faire. Si
Je pense que plus personne ne mine aujourd'hui, mais il y a 2 ans, on voyait encore des gens qui minaient chez eux. Si vous le minez chez vous, vous ne trouverez jamais un bloc. Ça peut être intéressant de faire ça pour le fun, mais vous serez mort avant d'avoir trouvé un bloc. Une des caractéristiques très importantes de la blockchain Bitcoin et de toutes les blockchains publiques, c'est que tout le monde doit arriver à un consensus global. Ici, vous avez tout un tas de nœuds différents qui se parlent entre eux, mais tous doivent avoir un consensus global sur qu'est-ce que c'est que la blockchain à un instant T. C'est ça qui est une caractéristique importante de Bitcoin, et c'est ça qui entraîne ce que je vais montrer tout à l'heure, c'est-à-dire les problèmes de scalabilité et les problèmes de temps de confirmation. Le principe de base de la blockchain, c'est que vous construisez des blocs que vous chaînez entre eux, et la chaîne la plus longue, alors c'est pas tout à fait la chaîne la plus longue, c'est la chaîne qui correspond au plus de travail, est considérée comme celle qui est valide, et les autres ne le sont pas. Et le principe de Bitcoin, c'est qu'on a le droit de dépenser l'argent qu'on a. On n'a pas le droit de dépenser celui des autres. Et une fois qu'on l'a dépensé, on ne l'a plus. Ça règle le problème du double spend. Donc la blockchain, c'est assez facile. Des chaînes de blocs, les blocs sont chaînés entre eux. La preuve de travail, c'est assez simple. Le hash d'un bloc doit être plus petit qu'une certaine valeur. Le hash d'un bloc, c'est une fonction qui est, on va dire, pseudo-aléatoire. Donc pour contraindre la sortie du hash d'un bloc, c'est important. Si la cible est très élevée, vous avez beaucoup de chances d'arriver à un hash qui sera inférieur à cette cible. Si la cible est petite, et aujourd'hui sur Bitcoin, la cible est de plus en plus petite, ça va être très compliqué d'arriver à un hash qui est en dessous de cette cible, et ce n'est pas quelque chose que vous pouvez précalculer. Ça, c'est très important par rapport à d'autres propositions. C'est-à-dire que la course au bloc sur le minage, elle recommence à 0 toutes les 10 minutes. Il y a des gens, alors ça se fait plus trop, mais il y a quelques années, des gens proposaient d'utiliser des choses comme des calculs type le nombre de décimales de pi ou autre chose, et ça c'est très problématique parce qu'on ne part pas de 0. On n'est pas forcément obligé de jeter les calculs qu'on a déjà faits. Et ça c'est un problème. Bitcoin, la course au bloc, elle recommence à 0 au bout de 10 minutes. Les calculs que vous avez faits, vous pouvez les jeter. Donc ce que font les mineurs, c'est qu'ils essayent des valeurs aléatoires qu'ils mettent dans les headers jusqu'à ce que le hash du header soit plus petit que la cible. Quand ils ont trouvé, ils publient un bloc. Et ça, c'est le hash d'un bloc. Donc c'est censé être une valeur pseudo-aléatoire, et si vous regardez le début, vous voyez que ce n'est pas le cas. Là, on commence déjà à avoir beaucoup de zéros. C'est ce qu'on voit sur la chaîne Bitcoin aujourd'hui. Si vous avez des questions, en fait, c'est mieux de les poser pendant que je parle plutôt qu'attendre la fin, ce sera plus intéressant pour tout le monde. Donc n'hésitez pas, si vous avez une question, à lever la main et à me demander au moment où je dis quelque chose. On voit la cible là ou pas dans oui, la cible, elle est ici. En gros, quand vous récupérez un header Bitcoin, dedans vous avez une cible. Ce header tout seul, vous pouvez calculer son hash ici et vérifier qu'il est plus petit que cette cible. Ça vous dit que la preuve de travail qui est inclue dans ce header est valide. On peut vérifier, c'est la première étape de vérification d'un header. Tout seul, vous pouvez vérifier que sa preuve de travail est valide. La deuxième étape que vous ne pouvez pas faire juste avec un header, c'est de vérifier que la cible est cohérente. Donc la cible sur Bitcoin, donc cette valeur-là, elle est réévaluée toutes les 2 semaines, tous les 2016 blocs, pour faire en sorte que l'intervalle moyen entre les blocs soit de 10 minutes. Donc l'algorithme de réajustement de la difficulté sur Bitcoin, il est simple. Tous les 2016 blocs, je prends le dernier bloc que j'ai eu, le premier bloc du paquet de 2016 blocs, je regarde la différence des 2 timestamps et j'ajoute la difficulté pour que l'intervalle entre les blocs devienne 10 minutes. Donc, toutes les 2 semaines, c'est réajusté, avec des limites dans les variations de la difficulté qu'on a, pour que cette cible-là soit cohérente avec le temps qu'on veut, l'intervalle qu'on veut, qui est de 10 minutes entre les blocs. Tous les mineurs sont obligés de commencer par un nonce à 1 ? Non, les mineurs font, le nonce, les mineurs font exactement ce qu'ils veulent. Ils peuvent commencer plus loin et réussir à... Oui, il n'y a pas d'heuristique connu qui permet heureusement, qui permet de deviner en gros quel nonce il faut trouver pour que le hash ait une certaine forme. Donc c'est du brute force et on essaye tous les nonces possibles jusqu'à ce que le hash du bloc soit plus petit que la cible. Donc ça c'est la blockchain. La blockchain, c'est des blocs de transactions chaînés entre eux. Le modèle qu'utilise
Bitcoin pour gérer les pièces. Comment est représentée vraiment la monnaie sur Bitcoin? C'est le modèle des UTXO, c'est-à-dire des sorties de transactions non dépensées. Alors, ce que ça veut dire, c'est que chaque transaction Bitcoin dépense une autre transaction. Donc chaque transaction Bitcoin a des entrées et des sorties, et les entrées des transactions Bitcoin, c'est les sorties d'autres transactions. Donc forcément, à un moment, il faut bien qu'en montant dans le temps, ça s'arrête. Donc vous avez des transactions spéciales dans Bitcoin, qui sont les transactions Genesis, qui sont les transactions Coinbase, qui sont les premières transactions de chaque bloc, et qui, elles, sont spéciales, qui n'ont pas d'entrée, et qui donnent de l'argent aux mineurs qui trouvent le bloc. Donc si vous prenez une transaction Bitcoin et que vous remontez ces entrées au fur et à mesure, vous allez finir par tomber sur des transactions Coinbase, c'est-à-dire de la création d'argent. Il y a une adresse ou pas? Il y a une adresse à l'émetteur de Oui. Bitcoin? Le mineur qui mine un bloc, en gros, il fait ce qu'il veut, il arrange les transactions comme il veut, il fait ce qu'il veut, et dans la première, il va mettre son adresse à lui. Plus... Il y a émetteur-récepteur, il y a un émetteur, il y a qui Il n'y a pas d'émetteur. Il n'y a pas d'émetteur. C'est lui-même. C'est comme ça qu'on crée de nouveaux bitcoins à chaque fois qu'on crée un bloc. C'est comme ça que les bitcoins sont créés. Et le nombre de bitcoins créés est divisé dans le temps. Donc au départ, c'était, que je ne dise pas de bêtises, je crois que c'était 50 bitcoins, c'est passé à 25, puis 12,5, etc. Régulièrement, la récompense est divisée par 2. C'est ce qui est appelé le halving dans le monde bitcoin, et tous les gens font des fêtes et essayent de prévoir si le cours va augmenter ou diminuer suite au halving. Et qu'est-ce qui empêche un mineur de mettre plus que le montant Son bloc ne sera pas considéré comme étant valide. D'accord. Donc il sera refusé par tous les autres. Donc c'est pareil, au moment où on arrivera au 21 millions, si le mineur qui trouve le 21 million 1 bloc met une transaction comme ça, elle ne sera pas considérée comme valide. Non. Donc les transactions ont des entrées et des sorties, et les sorties des transactions, ça correspond aux pièces dans Bitcoin. C'est ça que, à chaque instant, si vous regardez la blockchain, vous avez un ensemble de sorties de transactions qui ne sont pas dépensées, et c'est ça les pièces. Et pour savoir si une transaction est valide, à un instant T, vous regardez l'état des UTXO que vous avez, et une transaction qui arrive doit dépenser des UTXO qui sont uniquement dans l'ensemble des UTXO non dépensés. Donc si vous voyez une transaction et que vous n'avez pas son entrée, c'est qu'elle n'est pas valide. Peut-être que vous n'avez pas encore reçu le bloc qui crée les sorties. De toute façon, vous ne pouvez pas la valider. Et si l'UTXO n'est pas dedans, ça veut peut-être dire aussi qu'il a déjà été dépensé. C'est comme ça qu'on règle le problème de la double dépense sur Bitcoin. Donc la règle pour qu'une transaction soit valide, c'est simple. Toutes ces entrées doivent être dans l'ensemble des UTXO. Unspent Transaction Output. Donc c'est un modèle qui est très différent de celui du modèle plus traditionnel des balances ou des comptes, c'est-à-dire que chaque personne a un compte avec une adresse fixe qui ne bouge pas et on envoie de l'argent vers ce compte. Ce modèle-là de compte qui est utilisé dans Ethereum, pour certaines choses, c'est plus facile de comprendre a priori comment ça fonctionne, mais ça pose d'autres problèmes. Le modèle UTXO, en fait, d'un point de vue système, il est très très simple à gérer. La vérification, elle est très simple à faire. La gestion de la double défense est facile à faire. Et ça a des propriétés de paralysation de la vérification de transactions qui sont plus difficiles à avoir quand on gère des comptes. Donc en gros, dans les crypto-monnaies, vous avez les deux options, UTXO ou compte fixe. Bitcoin a le modèle UTXO. Une entrée, c'est l'identifiant de la transaction que vous voulez dépenser, plus un script de signature. Une sortie, c'est le montant que vous voulez envoyer, plus un script de clé publique. Donc ça nous emmène à la troisième partie qui est importante sur Bitcoin, qui sont les scripts. Est-ce que quelqu'un connaît le langage de script de Bitcoin? Bon, alors là, il y a déjà moins de monde. Le langage de script de Bitcoin, c'est un langage qui est très simple, qui est un langage de manipulation de piles, un peu comme Force, c'est-à-dire que vous avez une pile et des opérateurs sur la pile. Par exemple, l'addition, en langage Bitcoin, c'est je dépile les deux derniers éléments de la pile, je fais la somme et je remets la somme sur la pile. Donc c'est un langage qui est extrêmement basique et c'est ce langage-là qui est utilisé pour vérifier qu'une transaction est valide. En fait, dans une transaction, vous avez chaque sortie a un script de clé publique. La version de base du script de clé publique, c'est je mets une clé publique, mais ça peut être quelque chose de plus compliqué que ça. Et chaque entrée de transaction a un script de signature pour prouver que cette entrée a le droit de dépenser la sortie qu'elle veut dépenser.
Le script de signature de base, c'est juste une signature, mais on peut faire des choses plus compliquées, et c'est ce qu'on utilise sur Lightning pour construire des transactions qu'on n'a pas besoin de publier. C'est là que vient la vitesse du système. Donc pour vérifier une transaction, c'est très facile. On part d'une pile qui est vide, on exécute le script de signature de l'entrée qu'on est en train de vérifier. Ça donne une pile avec des valeurs sur la pile. Et on exécute le script de clé publique de la sortie qu'on veut dépenser. Et à la fin, ça donne une pile finale. Si tout s'est bien passé, on doit avoir une seule valeur qui vaut 1. Ça veut dire que ma transaction a le droit de dépenser la sortie qu'elle veut dépenser. Si j'ai autre chose, c'est que j'ai un problème et ma transaction n'est pas valide. C'est un langage qui est très simple, qui n'a pas de boucle, qui a relativement peu d'opérateurs. Ça a un avantage, c'est que c'est très facile de lire du code Bitcoin, de faire de l'analyse statique de code Bitcoin. Le fait de rajouter des choses compliquées comme des loops, par exemple, ça rend l'analyse statique de ce que ça fait beaucoup plus compliqué. En gros, avec beaucoup d'habitude, en regardant un script Bitcoin, on arrive à peu près à comprendre ce que ça fait. Donc ça, la blockchain, les UTXO et en particulier le script, c'est les piliers qui vont nous aider à construire des protocoles au-dessus de Bitcoin, basés sur Bitcoin comme Lightning, mais on peut en faire d'autres. Je vais passer rapidement là-dessus parce que c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Je vous encourage à faire ça d'ailleurs si vous voulez vraiment voir les aspects techniques de Bitcoin, si vous jouez un peu avec la console de debug de Bitcoin, vous pouvez voir les transactions, vous pouvez voir les scripts qui sont dedans, vous pouvez décoder les scripts et vous pouvez voir des choses comme ça. Et là, avec l'habitude, on arrive à reconnaître que ça c'est une signature et puis ça c'est une clé publique. Donc là, vous avez un script basique qui pousse une signature, la clé publique correspondant. Et quand elle va vérifier, on va vérifier que la signature est bonne et que le hash de la clé publique correspond au hash que les gens ont mis dans la sortie qu'on est en train de dépenser. Je montrerai comment on utilise la console Bitcoin tout à l'heure. C'est assez simple et là encore, d'un point de vue technique, ça permet de visualiser assez facilement ce qui se passe quand on gère des transactions. Donc là, c'est des scripts plus compliqués. Ce n'est pas forcément très intéressant dans le cadre de la présentation. Ce système de propagation de blocs de transactions, il a un petit problème en termes de scalabilité. C'est que le principe, c'est que tout le monde voit tout. Tous les nœuds Bitcoin voient toutes les transactions. Donc et stockent toutes les transactions. Donc si vous voulez faire X transactions par seconde, 1000, 5000, 10 000 transactions par seconde, ça veut dire que tous les nœuds du réseau vont voir 5000 transactions par seconde et vont les stocker et doivent vérifier qu'elles sont valides. Donc ça, c'est un vrai problème et c'est ce qui pose le problème de scalabilité de Bitcoin. En gros, le nombre de transactions que vous pouvez mettre dans un bloc et l'intervalle de temps qu'il y a entre les blocs, ça vous donne une limitation qui est très dure sur le flux maximal de transactions que vous pouvez avoir sur Bitcoin. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que c'est cette limite aujourd'hui? Au hasard, personne? C'est à peu près 7, hein? C'est ça. Donc le réseau Bitcoin, aujourd'hui, pour le monde entier, il fait 7 transactions par seconde. C'est pas beaucoup. Alors on peut faire des blocs plus gros, on peut réduire les intervalles entre les blocs, mais ça va être compliqué de gagner plus qu'un ordre de magnitude. Si vous voulez multiplier par 10 000 par exemple, ou par 1000, ça va vraiment devenir compliqué. Avoir des blocs qui deviennent gigantesques, ça va poser des problèmes de propagation, de validation, de stockage aussi. Avoir des intervalles qui se réduisent entre les blocs, ça va poser d'autres problèmes. Ce que vous voyez sur Ethereum, par exemple, il y a plus ils appellent ça les oncles. Vous avez plus de blocs qui ne se rattachent pas vraiment à la blockchain. Donc sur Bitcoin, ces blocs-là, c'est de l'argent perdu pour le mineur, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Sur Ethereum, il y en a beaucoup, donc on récompense les gens qui ont miné des oncles, mais c'est problématique. Donc la réponse, effectivement, c'était la bonne réponse, c'est 7 transactions par seconde. C'est vraiment pas beaucoup. Vous avez... Les opérateurs de cartes bancaires, ils sont à combien pour pouvoir comparer? On pense qu'en pic, ils peuvent dépasser plusieurs dizaines de milliers de transactions par seconde. Sachant qu'eux n'ont pas de problème de consensus global, donc c'est des chiffres qui... je pense que ça pourrait être pas illimité, mais
J'imagine que Visa ou Alipay ou Mastercard pourraient faire des démonstrations avec 100 000 transactions par seconde. Le bottleneck là-dessus, c'est le consensus global. Tout le monde doit voir la même chose, tout le monde doit tout faire passer. Si vous prenez des bases de données classiques, je crois que les gens de Postgre ont fait une démonstration sur un serveur qui n'était pas gigantesque avec 100 000 transactions par seconde il y a quelques années. Donc c'est à partir du moment où vous avez une seule machine, le problème devient complètement différent. C'est 7 transactions par seconde, mais ça peut être une vingtaine ou une trentaine d'UTXO consommables ensuite, hein, Oui. Pour chaque transaction. Oui, c'est vrai. Alors, en nombre de c'est trompeur, mais au final, on arrive à une limitation en dur, vu que la taille des blocs ne dépasse pas 7 mégas, donc effectivement, on peut faire une transaction qui a énormément d'entrées, ou même qui a une entrée qui crée beaucoup de sorties. Et en termes d'opérations financières que ça représente, de toute façon, c'est très très limité aujourd'hui. L'idée de Lightning, alors, il y a aussi un autre problème que vous voyez sur, deux autres problèmes que vous voyez sur Bitcoin qui sont importants dans certains cas d'usage, c'est que vous avez un problème de temps de confirmation. Donc avant d'être certain qu'une transaction est utilisable, il faut attendre qu'elle soit confirmée. On recommande d'attendre qu'elle soit confirmée 6 fois pour un montant élevé et 1 ou 2 fois pour un montant faible. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que si vous acceptez des transactions qui ne sont pas confirmées, qui ne sont pas dans un bloc, vous prenez un risque. Et si vous attendez qu'elles soient confirmées, vous devez attendre au moins 10 minutes. Donc il y a des cas d'utilisation, typiquement le paiement dans un magasin physique ou le retrait d'argent sur un ATM Bitcoin, qui sont embêtants. Il y a des ATM Bitcoin où en fait on vous donne un ticket, on vous demande d'aller faire un tour et de revenir dans 1 heure pour récupérer votre argent. Donc le temps de confirmation, dans certains cas d'usage, c'est un problème. Et vous avez une autre bizarrerie, enfin pas bizarrerie, quelque chose qui est compréhensible sur Bitcoin, c'est que les frais de transaction, ils ne dépendent pas du montant des transactions. Ils dépendent de leur taille en octets. Donc une petite transaction en octet qui renvoie 1 million d'euros va coûter moins cher à publier qu'une transaction plus grosse qui envoie 50 centimes. C'est paradoxal, mais c'est un peu le principe de la Poste. La Poste, on va vous faire payer au poids que vous transportez, et on vous fera payer plus cher l'envoi d'une enclume que l'envoi d'une poignée de diamants. Bitcoin, c'est ça. Le coût qu'il faut avoir en tête sur la blockchain Bitcoin, c'est le coût de propagation et de stockage qui est lié aux transactions. C'est pour ça qu'on les fait payer au poids, pas au montant. Ce que ça veut dire, c'est que c'est compliqué de faire des transactions avec de petits montants sur Bitcoin. Et faire des transactions toutes petites, de quelques centimes, ça fait des années que c'est pas compétitif. C'est-à-dire que vous avez des frais de transaction qui vont rapidement dépasser 5 voire 10% quand vous envoyez de tout petits montants. Donc c'est problématique. Lightning, c'est une surcouche au-dessus de Bitcoin, mais qui parle Bitcoin. Le protocole Lightning échange les transactions de Bitcoin, ça reste ancré dans le monde Bitcoin, qui permet de s'affranchir de certaines contraintes de Bitcoin, en gardant le principe de base, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tiers de confiance, mais avec d'autres types de compromis. Donc Lightning, c'est un réseau de paiement qui est très performant, qui n'a pas de tiers de confiance, et qui a pratiquement plus de limites sur le flux de transactions qu'on peut faire passer, parce qu'il n'y a plus de notion de consensus global, qui permet de faire des micro-paiements, qui permet de faire des paiements instantanés, qui restent sans tiers de confiance, mais qui est un peu plus exigeant en termes de mise en œuvre, notamment en termes de surveillance de la blockchain. Donc Lightning, ça ressemble à ça, et ça existe aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un a déjà un wallet Lightning? Est-ce que quelqu'un a déjà notre wallet Lightning? Donc pour les gens qui ont un téléphone Android, n'hésitez pas. On a un wallet Lightning qui fonctionne très bien, qui vous permet déjà d'utiliser Lightning sur mainnet aujourd'hui. Je ferai une démonstration tout à l'heure. Donc Lightning, c'est opérationnel depuis plus d'1 an. Et ça commence à être de plus en plus utilisé. On voit vraiment une progression nette en termes de nœuds, en termes de channels, en termes de capacité du réseau et en termes de gens qui acceptent les paiements Lightning. Donc ça, de loin, ça ressemble à Bitcoin. Vous avez une requête de paiement qui est aussi un QR code qui vous dit envoyez tant à tel nœud. Vous avez un wallet qui ressemble à un wallet Bitcoin. Vous scannez le QR code, vous envoyez. Et votre paiement passe. La différence avec Bitcoin, c'est que votre paiement va être instantané.
et qui ne va pas être inscrit sur la blockchain. Le QR code est calculé à partir de mon nœud. Oui. de mon nœud. C'est le marchand à droite qui génère le QR code. Donc il a calculé la route pour moi. Non. Non. Alors je vais en parler après. Le marchand il dit envoyez tant d'argent à tel endroit. D'accord. Donc avec un peu de chance, le QR code est peut-être encore fonctionnable maintenant. Alors il y a une notion de date d'expiration sur les paiements. Donc en général on recommande sur Lightning de faire des paiements qui ont une date d'expiration de 1 heure. Donc normalement ce QR code là, de toute façon qui est un QR code sur testnet, est plus utilisable aujourd'hui. Donc Lightning, c'est un projet qui est un peu particulier par rapport aux autres projets crypto. Donc à l'origine de Lightning, il y a des articles sur les canaux de paiement. Donc ça remonte à assez longtemps et ça a été formalisé en 2013 par, je crois que c'était Mike Hearn et j'ai oublié le nom de la deuxième personne. Et c'est pas allé très très loin, parce que les premiers canaux de paiement, vous deviez ouvrir un canal avec chaque personne que vous voulez payer. Donc c'est pas très pratique et c'est pas allé très très loin. Et en 2015, deux chercheurs, donc Joseph Poon et Taj Draja, ont publié un white paper sur Lightning, qui est une nouvelle construction qui permet non seulement d'avoir des canaux de paiement qui à base de transactions qu'on ne publie pas, donc qui permet d'avoir un flux de transactions qui est très, très élevé, mais qui permet en plus de créer des réseaux de canaux de paiement. Et dans ce réseau, si vous trouvez un chemin vers quelqu'un, vous pouvez le payer. Donc vous n'êtes plus obligé de créer un chemin vers les gens que vous voulez payer. Ça, c'est l'énorme changement qu'il y a dans le réseau Lightning par rapport à ce qu'il y a avant. Et c'est ce qui en fait son intérêt, en fait. Vous accédez au réseau, vous vous connectez avec un nœud, et derrière, vous pouvez en gros aujourd'hui toucher quasiment tout le monde. Ça a décollé vraiment fin 2015, c'est-à-dire que le white paper il est resté un peu sans vraie implémentation, sans vraie utilisation pendant un certain temps, et Rusty Russell, qui à l'époque je crois était encore un développeur Linux, a publié une série d'articles sur en gros comment est-ce qu'on implémente ce protocole Lightning. Il a commencé à être implémenté, on a commencé à l'implémenter à peu près au même moment. Et fin 2016, les gens qui travaillaient sur Lightning, c'était très peu de gens à l'époque, se sont réunis et ont décidé d'en faire un projet open source de type RFC, c'est-à-dire que l'objectif du projet Lightning, et ça je pense c'est pratiquement unique dans le monde des cryptos, c'est pas d'avoir une entreprise qui tire Lightning, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois, c'est pas Blockstream qui tire Lightning ou Lightning Labs ou nous ou quelqu'un d'autre, c'est un projet qui est open source et dont le but c'est de fournir une spécification qui soit clair et implémentable. Donc si vous allez, en théorie, ça va être compliqué, mais vous pouvez aller sur le site des spécifications de Lightning, lire les specs et implémenter Lightning. C'est très compliqué, mais c'est ce qu'a fait une équipe japonaise l'an dernier, et ils ont quelque chose qui est utilisable aujourd'hui. Donc c'est une spécification qui est assez détaillée, qui est assez technique, qui contient des jeux de test de type RFC. Et vous avez aussi 3 implémentations principales aujourd'hui, donc celle de Blockstream, la nôtre et celle de Lightning Labs. Et puis vous avez d'autres qui arrivent, qui permettent de faire tourner ce réseau. Mais cette structure de spécification open source, et à ma connaissance, c'est unique et c'est aussi, je pense, ce qui fait que ça marche. Le monde des crypto-monnaies, c'est un monde où c'est très difficile de gagner la confiance des gens. Et avoir une entité qui tire un projet, en général, ça génère beaucoup moins d'intérêt que d'avoir un projet qui est open source, auquel tout le monde peut contribuer, et puis des gens qui implémentent à côté. Et je pense que c'est ce qui fait la force de Lightning, et ce qui fait qu'il y a aussi autant d'engouement dessus, c'est qu'il n'est pas tiré par une entité particulière. Lightning est devenu live en début d'année 2018, et aujourd'hui, donc début 2019, vous avez 3 implémentations qui tournent sur Mainnet. Je pense qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Je sais que l'équipe japonaise va probablement avoir une version qui tourne sur Mainnet rapidement. Electrum est en train de travailler sur une implémentation Lightning en Python. Vous avez un début d'implémentation Lightning en Rust. Ça aussi, c'est une grosse différence entre Lightning et Bitcoin. Bitcoin, concrètement, il y a un seul client Bitcoin aujourd'hui, c'est Bitcoin Core. Si vous regardez le nombre de nœuds et ce que les nœuds font tourner,
c'est 99,9% des nœuds du réseau font tourner Bitcoin Core. Pourquoi? Parce que vous devez atteindre un consensus global. C'est très très compliqué de réimplémenter. Le but de Bitcoin, c'est pas d'implémenter une spec, c'est de faire exactement comme les autres. Et ça, c'est très compliqué à faire. Et en gros, les gens qui réimplémentent des clients Bitcoin en partant de rien doivent faire un travail qui est énorme, qui est de faire exactement ce que fait Bitcoin aujourd'hui. Il y a des bugs dans Bitcoin, certains sont connus. Il faut répliquer les bugs, il faut répliquer le fonctionnement de ce que ça fait. Et même les gens qui ont fait des efforts très importants, comme BTCD, donc BTCD c'est un client Bitcoin en Go, BTCD aujourd'hui représente une part infime des nœuds du réseau, à cause de ce problème de consensus global. Si vous avez un client Bitcoin qui est différent et qui se met à penser qu'un bloc est valide alors qu'il ne l'est pas ou le contraire, vous allez avoir des problèmes. Il n'y a pas de notion de consensus global sur Lightning. Donc c'est très facile, un, d'avoir des specs, et deux, d'avoir des implémentations de ces specs. Et si vous avez des bugs, c'est des bugs qui vont arriver dans le dialogue entre les deux nœuds qui se parlent ensemble. Ça ne va pas toucher le reste du réseau. Donc c'est un mode client-serveur plus traditionnel. Les différentes implémentations sont compatibles ensemble là, sur Oui, Lightning? oui. Donc aujourd'hui, c'est Lightning, Eclair et LND qui sont les trois principales, se parlent très bien entre elles. On trouve pratiquement plus de bugs d'interopérabilité aujourd'hui. Et vous avez des marchands, par exemple, sur Lightning, c'est parfois assez vous ne pouvez pas savoir ce qu'ils font tourner. Donc justement, si vous avez différentes approches, est-ce qu'il est envisageable, est-ce que vous pouvez percevoir des risques de conflit en termes d'interopérabilité, ou est-ce qu'au final, parce que comment c'est structuré ou parce que comment la communauté fonctionne, la résolution arrive rapidement? Aujourd'hui, tout le monde joue le jeu. Donc la communauté de développement Lightning, son but premier, c'est de faire une spec qui soit la meilleure possible et que tout le monde implémente. Et il n'y a pas pour l'instant de tension. Personne n'a décidé de faire comme ça arrive effectivement parfois sur certains projets. Il n'y a pas un acteur qui a décidé soit de ne pas respecter exactement la spec et de participer au réseau, soit de pousser des choses qui sont dans son intérêt, dans les specs. Ça, c'est effectivement une guerre qui arrive souvent sur des projets qui sont très commerciaux. C'est pas du tout le cas aujourd'hui sur Lightning. L'objectif de tout le monde, clairement, c'est d'avoir la meilleure spec possible et d'implémenter la spec. Et quand il y a un problème, et c'est de plus en plus rare, on travaille entre nous pour résoudre le problème. Quel est le stress sur l'écosystème alors qu'il est quand on considère le volume de transactions et la valeur, parce qu'on compare sur du Bitcoin? Parce que si c'est aujourd'hui très restreint, est-ce que vous pouvez vraiment vous projeter en disant, si demain on devient généraliste, si on est généralisé par rapport au volume de transactions dans le monde, est-ce qu'au final c'est là où il n'y aura pas plus de stress ou plus de risques qu'il y ait des frictions, des forks ou des changements et des modes d'opérabilité? Ça, c'est par définition, c'est impossible à prévoir, mais c'est pas quelque chose qu'on voit pour l'instant. Là encore, Lightning, c'est un projet qui marche très bien, qui génère beaucoup d'attention dans le monde Bitcoin. Il y a des projets équivalents pour d'autres cryptos qui ressemblent et qui ne génèrent pas du tout le même intérêt parce qu'il y a un manque de confiance sur l'objectif du projet. Donc si aujourd'hui quelqu'un décide de dire « Ok, Lightning, je vais le changer à ma sauce et je vais faire ce que je veux avec », ce sera extrêmement néfaste pour le projet et ça ne permettra pas à Lightning de se développer. Donc ce serait se tirer une balle dans le pied. L'objectif pour tout le monde, c'est d'abord que Lightning se développe, qu'il soit utilisé, et pour ça, on veut en faire un produit qui soit le plus fiable possible et qui soit le plus simple possible à adopter pour les utilisateurs et aussi pour les marchands qui veulent s'en servir. Donc aujourd'hui, de toute façon, ça n'a pas de sens, c'est pas rationnel d'essayer de le modifier pour le besoin d'une entité précise. Et pareil, si ça marche très bien, il n'y a pas d'intérêt en gros à le casser pour en faire autre chose. Donc, j'ai parlé des spécifications de Lightning, donc c'est sous forme de RSC, ça s'appelle les BOLT, Basis of Lightning Technology, et ça couvre tout ce que vous avez besoin d'implémenter pour faire des nœuds Lightning. Donc ça couvre le protocole réseau, le format des messages, le format des transactions qui sont utilisées, puisque Lightning c'est des transactions Bitcoin,
le format de message de paiement, l'authentification des nœuds et le format de la requête de paiement. Donc c'est assez technique, c'est assez complet et aujourd'hui c'est suffisamment complet pour être implémentable juste à partir des specs. Les concepts de base dans Lightning, c'est le modèle de paiement qu'on appelle HTLC. HTLC pour Hash Time Locked Contract. Le système de révocation et de transaction de pénalité qui permet de garantir que c'est trustless et que on n'a pas à faire confiance à quelqu'un. Le principe du réseau de canaux de paiement. On peut brancher des canaux entre eux et on peut payer n'importe qui à partir du moment où on trouve un chemin vers lui. Et le système de routage en oignon qui fait que, en gros, Lightning permet d'apprendre assez peu de choses sur les paiements qui transitent. Et un nœud qui relaie des paiements au milieu du réseau ne peut pas savoir qui est l'origine ou qui est le destinataire du paiement. Donc, un canal de paiement Lightning, c'est une extension de canaux unidirectionnels qui existe depuis 2013. Et le principe d'un canal de paiement Lightning, c'est que vous avez une transaction on-chain pour le créer, une transaction pour le fermer, et tout ce qui se passe entre la création et la fermeture, ça se passe hors chaîne, c'est-à-dire qu'on ne publie plus de transactions Bitcoin. C'est ça qui fait qu'on n'a plus de problème de scalabilité, on ne touche plus la blockchain, on n'a plus de limitations liées à la notion de consensus global. Le principe des paiements multi-hop, c'est qu'en gros, on peut faire des paiements conditionnels, on peut forcer Alice à payer Bob si et seulement si Bob paie Carole. C'est en gros le routage des paiements à travers le canal se fait comme ça. Si Alice veut payer Carole, elle paie Bob et Bob paie Carole. Et ça se fait de façon atomique. C'est-à-dire que soit Bob paie Carole et Alice paie Bob, soit aucun des paiements ne passe. La transaction de pénalité, c'est ce qui fait que seule la dernière transaction que vous avez est utilisable. Si vous ouvrez un canal de paiement, vous avez tout l'argent de votre côté, vous faites plein de paiements, au bout d'un moment vous dites finalement c'était mieux avant, j'avais plus d'argent, j'ai publié l'état que j'avais avant, vous perdez tout ce que vous avez. Donc il y a un mécanisme de révocation dans Lightning qui fait que un nœud Lightning qui vit très longtemps va avoir plein de transactions qu'on appelle des commits TX qui sont valables et qui dépensent la funding TX, mais toutes ces transactions, sauf la dernière, sont dépensables complètement par la personne qui est de l'autre côté du channel. Donc si vous essayez de tricher, vous prenez le risque de tout perdre. C'est le mécanisme qui fait qu'il n'y a pas d'incentive à tricher sur Lightning et que seul votre dernier état est vraiment utilisable. Donc je vais détailler ça un peu après, mais le protocole de Lightning, en gros, c'est un protocole où quand je veux changer d'état, c'est-à-dire que quand je veux modifier la façon dont les fonds qui sont dans le canal sont répartis, je vais échanger une signature contre le secret qui permet de voler la transaction précédente. Donc un canal Lightning, ça ressemble à ça. Au départ, vous avez une funding TX qui est ici en vert, qui va sur la blockchain. Donc celle-là, tout le monde peut la voir. Et ensuite, dans l'exemple qui est ici, c'est une funding TX de 10 Bitcoin qui est créée par Alice. Donc l'état initial du canal de paiement, c'est que Alice a une transaction qui lui donne 10 Bitcoin et Bob a une transaction qui lui donne 0 Bitcoin. Bob n'a rien. Alice et Bob vont s'échanger, et ça se passe uniquement entre eux, des messages pour mettre à jour comment ils dépensent la funding transaction. Donc, ils vont s'échanger des messages, par exemple, pour dire on va passer de 10 pour Alice, 0 pour Bob, à 3 pour Alice, 7 pour Bob. On ventile différemment les fonds qui sont dans le canal. On peut en faire autant qu'on veut, on peut en faire des millions, de toute façon, ça ne concerne que Alice et Bob. Personne d'autre le voit et c'est pas publié, il n'y a pas de goulet d'étranglement. Et quand Alice et Bob sont contents, veulent s'arrêter,
Ils vont dire le dernier état qu'on a, c'est 4 bitcoins pour Alice, 6 bitcoins pour Bob. Ils vont se mettre d'accord sur une transaction qui va fermer le canal et qui va être publiée et qui va donner 4 bitcoins pour Alice, 6 pour Bob. Donc, vu de la blockchain, il peut y avoir eu des millions de paiements. Ce que vous allez voir, c'est la transaction originale qui est ici. On crée un canal de 10 bitcoins et la transaction qu'il ferme, qui ventile ces 10 bitcoins, 6 pour Alice et 4 pour Bob. Et tout ce qui se passe entre les deux, ça s'est passé hors chaîne. Il y a une limitation du nombre de bitcoins qu'on peut transférer, enfin par transfert. Oui. Donc aujourd'hui, on a mis des limitations qui sont assez basses, à la fois sur la taille des canaux et sur les montants des paiements qu'on peut échanger. C'est plus un moyen de protéger les utilisateurs au cas où des problèmes soient détectés dans le réseau, histoire que les gens n'ouvrent pas des canaux de 50 bitcoins et ne fassent pas des paiements de 30 bitcoins et perdent leur argent. Mais plus le temps va avancer, c'est déjà prévu pour la version 1.1 des specs, plus on va pouvoir augmenter à la fois la taille des canaux et le montant des paiements qu'on peut faire. En l'occurrence, un canal, ça se crée, se ferme pour quel type de transaction? Est-ce que ça peut être un achat unique au magasin, j'y vais et j'y retournerai peut-être jamais? Est-ce que c'est pertinent dans ce cas-là ou est-ce que c'est pas utilisé aujourd'hui dans cette configuration-là Pour faire une transaction, c'est pas très pertinent parce qu'en gros, quand vous créez un canal, vous allez payer 2 fois les frais de transaction, à la création et à la fermeture. Donc créer un canal Lightning pour faire un paiement et ensuite le fermer, c'est pas très intéressant. Mais le canal que vous avez, il ne sert pas uniquement à payer la personne avec laquelle vous l'avez ouverte. C'est ça l'intérêt de Lightning. Donc ici, Alice a un canal vers Bob, mais elle peut payer n'importe qui avec. Donc si vous avez ouvert un canal avec un magasin, par exemple avec le nœud Lightning de Conhouse, vous n'êtes pas limité à payer Conhouse avec ce canal. Donc, si vous avez acheté votre Nano S ou je ne sais pas quoi et que vous n'avez plus besoin de produits de chez eux, vous n'êtes pas obligé de fermer votre canal, vous pouvez le garder ouvert et vous pourrez payer quelqu'un d'autre avec ce canal. Et c'est quelqu'un d'autre, comment il va interagir avec le canal? Est-ce qu'il est entre guillemets en prolongement ou est-ce qu'il va s'insérer? Oui, alors ça je vais en parler derrière. Mais... Donc, vous pouvez très bien avoir un wallet un wallet Lightning qui a juste 2 ou 3 canaux ouverts et pouvoir payer tout le monde. Et vous maintenez vos canaux ouverts le plus longtemps possible. Mais tant que c'est ouvert, si j'ouvre un canal avec 10 bitcoins, ils sont un peu bloqués, un peu comme sur une carte prépayée. Oui. Mais du coup, à l'inverse, si on reprend le cas de Coinhouse, le cas du marchand, il dit je vais avoir plein de clients, il est obligé, entre guillemets, d'ouvrir un gros canal. Non. Non, parce que l'argent, il est du côté de l'émetteur. Un marchand sur Lightning, il ne va pas a priori payer. Enfin, ça ne va pas arriver très souvent, peut-être dans les cas de... Donc lui, il n'a pas besoin d'avoir des fonds de son côté. Donc un marchand pourrait très bien recevoir énormément de paiements Lightning sans lui avoir mis de fonds de son côté. Il faut voir ça comme un peu l'argent liquide que vous allez chercher à la banque et vous mettez dans votre portefeuille et qui en gros est plus disponible sur vos comptes bancaires. C'est un peu ça le modèle. Et combien de temps peut être ouvert un canal? Il n'y a pas de limite. Mais du coup, comme on voit que l'ouverture et la fermeture, on n'a plus de traçabilité entre deux. Non, c'est le but du jeu. Ouais. On a fait énormément d'efforts. Peut-être parfois on se dit que c'est un peu trop pour que les paiements soient le plus opaques possible. Donc ça aide pas forcément à débugger ce qui se passe quand on a un problème, mais a priori c'est beaucoup plus compliqué de faire de l'analyse de paiement sur Lightning que sur Bitcoin. Donc on ne conserve pas du tout l'historique? Non. Alors, Alice et Bob font ce qu'ils veulent. Mais ils conservent leur historique des transactions entre eux-mêmes, entre Alice et Bob? Oui. Mais personne d'autre les voit. D'accord. Et quand on ferme le canal, il faut l'approbation d'Alice et de Bob? Alors, je vais en parler après. Le cas nominal, c'est ça, les deux se mettent d'accord. On peut très bien aussi fermer un canal unilatéralement. Je vais en parler après, ça fait partie des choses que je vais démontrer. Et cet historique, il est stocké où, en fait, à un moment T? Imaginez qu'il y a eu plein de transactions dans ce canal. Chaque nœud, donc Alice et Bob, leur nœud,
va stocker de la façon... Il n'y a aucune contrainte dessus, c'est pas quelque chose qui est spécifié. Ils vont stocker de la façon comme ils veulent leur historique de transaction. Ils n'ont pas besoin de le partager avec quelqu'un. Et si par exemple, moi j'ai pas de nœud Lightning, je suis connecté au nœud d'éclair. Il faut avoir un nœud Lightning pour se connecter à notre nœud. D'accord, ok. Donc quand on a un portefeuille, on a un nœud Lightning. Oui. Alors, il y a aussi de plus en plus de gens qui sortent des wallets qui gèrent pour vous, des wallets custodiales, c'est-à-dire qu'en gros, c'est eux qui gèrent. Là, effectivement, selon l'implémentation, il faut se demander comment ils stockent l'historique des paiements, etc. Enfin, mais c'est la même chose si vous utilisez un wallet et Bitcoin hébergé chez quelqu'un d'autre. Nous, notre objectif, c'est pas du tout de faire ça. Je ferai une démo de notre wallet mobile tout à l'heure. C'est un vrai nœud Lightning local sur le téléphone, qui n'utilise pas d'autres systèmes, et personne d'autre que vous sur votre téléphone voit l'historique de vos paiements. Et vu que votre mobile est unidirectionnel, vous ne conservez pas les états précédents, vu que ils ne seront jamais révoqués. En interne, on stocke quand même les transactions qui sont faites pour pouvoir les afficher. C'est intéressant pour l'utilisateur de voir le... Mais effectivement, alors ça, c'est un concept un peu plus avancé, mais le choix qu'on a fait pour l'instant, ça va changer cette année, de faire qu'on peut seulement émettre des paiements, fait que nous, il n'y a pas de contrainte de surveillance de la blockchain et de réagir en cas de triche, parce que quand vous faites que payer, la personne que vous avez en face de vous, elle a des transactions dont la balance ne fait qu'augmenter. Donc elle n'a aucun intérêt à essayer de tricher. Tricher, c'est publier une vieille transaction. Si je fais que vous envoyer de l'argent, vous n'avez aucun intérêt à publier une vieille transaction. Donc c'est l'astuce qu'on utilise pour l'instant sur notre wallet mobile pour ne pas avoir à se préoccuper de la surveillance de la blockchain. J'ai une question s'il vous plaît. Les canaux qu'on ouvre entre les peers sont sur un autre réseau à part celui de la blockchain Bitcoin. Oui. Le réseau Lightning, c'est un réseau pair à pair, mais plus classique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion de consensus global comme sur le réseau Bitcoin, qui est complètement séparé, à tous les points de vue, du réseau Bitcoin. Donc, les nœuds Bitcoin aujourd'hui ne sont pas des nœuds Lightning, et les nœuds Lightning en général sont connectés à des nœuds Bitcoin, mais ce sont des réseaux qui sont complètement disjoints. Question, si à partir du même canal, je peux interagir avec plusieurs destinataires, pourquoi je suis obligé, quand j'ouvre le canal, d'avoir déjà un destinataire? Pourquoi je ne peux pas, par exemple, me dire, ok, je vais créer un canal qui va me servir à tous mes micro-paiements, et parce que ça va aller plus vite, je n'aurai pas besoin d'attendre une validation sur le réseau. Pour le premier paiement que je vais faire, c'est à ce moment-là que je vais ouvrir le canal, si je suis obligé d'avoir un destinataire. Donc pour le premier paiement, je vais devoir attendre, puisque je vais devoir créer une transaction sur le réseau Bitcoin. Ouvrir un canal, ça veut dire publier une transaction Bitcoin, ça veut dire attendre qu'elle soit confirmée, donc ça veut dire aujourd'hui attendre 1 heure. Mais si la notion de canal, elle est justement je peux choisir n'importe quelle paire. Les canaux Bitcoin, en gros, il y a une entité à chaque bout. Ce qui fait qu'on peut payer n'importe qui, c'est qu'on peut payer des gens si on peut trouver un chemin vers eux dans le réseau qui est formé par tous ces canaux mis bout à bout. Mais ce ne sont pas des canaux multiparties. Je ne peux pas ouvrir un canal avec vous tous ensemble. Par contre, je peux ouvrir un canal avec monsieur, lui peut ouvrir un canal avec vous, et ainsi de suite. Et derrière, moi, je pourrais, en parcourant, envoyer un paiement qui parcourt tout le réseau et qui va chez n'importe qui. Mais les canaux ne sont pas multiparties. Si le registre de qui a quoi est sur la blockchain et qu'on utilise du coup le réseau Lightning pour faire le transfert, du coup en fait le récepteur ne peut pas utiliser l'argent tant que le canal est ouvert et l'émetteur peut tricher. C'est-à-dire que par exemple si Alice elle a 10 bitcoins et Bob en a 0, lorsque le canal est ouvert, la transaction ne sera pas écrite sur la blockchain et du coup en soi peu importe toutes les transactions tant que le canal est ouvert, il n'y a pas de suivi. Donc c'est-à-dire que finalement, tant que le canal n'est pas ouvert, Alice aura toujours 10 bitcoins et Bob en aura 0, même s'ils ont fait des transactions, tant que le canal n'est pas fermé. Non. Cette transaction verte là, qui sert à créer le canal, elle est publiée. Donc l'argent qui est dedans, Alice l'a plus. Il est, entre guillemets, il est...
Aucun des deux. Aucun des deux de là. En fait, alors, pour être technique, c'est une transaction multisig, c'est comme un compte joint. Pour la dépenser, il faut que les deux signent. C'est ce qui fait que Alice ne peut pas décider finalement, cette transaction, elle peut plus en faire ce qu'elle veut. Maintenant, pour dépenser ça, la transaction verte en haut, il faut que les deux signent. Et donc à chaque instant, ils vont s'échanger des signatures pour mettre à jour ce qu'on appelle leur comité X, c'est-à-dire qu'une transaction non publiée, mais publiable, signée correctement, qui dépense ça. Et tout le principe de Lightning, c'est de mettre à jour cette transaction. D'où la mise... D'où il faut que les deux parties se mettent d'accord pour fermer la cabane. Sinon, qu'un des deux n'en récupère. Si, parce que cette comité X, elle est tout le temps valable. Enfin, à chaque instant, Alice et Bob ont une comité X qui est publiable, c'est-à-dire qui est signée par les deux. Donc, si pour aller plus vite, ils vont se mettre d'accord pour la fermer, ils vont pouvoir récupérer leur argent tout de suite. Il y a une notion de délai que je vais expliquer après pour mettre en place ce mécanisme justement de pénalité. En gros, il y a un délai dans ma comité X, j'ai un délai pour pouvoir dépenser ma sortie qui laisse le temps à Bob de récupérer tous les fonds si jamais j'essaie de tricher. Donc si un nœud disparaît par exemple, on ne reste pas coincé. Si Bob disparaît, Alice au bout d'un moment va se dire ok, j'ai un canal ouvert qui ne me sert à rien. Ça fait 4 jours qu'il est offline, je le ferme, elle publie sa comité X, mais là il va falloir qu'elle attende une journée avant de pouvoir récupérer son argent. C'est le délai qui permet de la punir au cas où elle essaie de tricher. Mais l'argent, il est dans le canal. Et justement, les conflits, comment ils vont être résolus, vu que c'est offline, que vous allez avoir des échanges entre parties, et que si une fois qu'on veut fermer le canal, qu'on veut résoudre l'échange global, qu'il y a un conflit, à ce moment-là, dans les interéchanges, à ce moment-là, comment il va être résolu, puisque les nœuds ne sont pas des nœuds d'audit ou de minage. Il n'y a pas de... Alors, quand vous dites conflit, il n'y a pas de... Ce qui se passe dans le canal d'Alice et Bob, ça se passe qu'uniquement entre Alice et Bob. Il n'y a pas d'interaction avec les autres nœuds. Justement, s'ils ne sont pas d'accord, entre les deux parties ne sont pas d'accord sur les transactions qu'on peut opérer et le résultat final. Mais que par exemple, il y a une transaction, j'imagine d'un point de vue protocolaire, c'est peut-être pas juste ce que je vais dire, mais qu'il y a une transaction que l'un des parties a pensé qu'elle devait opérer et qui n'a pas eu lieu, et qu'au final, lorsqu'ils veulent fermer le canal, il y a un désaccord sur le résultat final, mais aussi donc sur les opérations qui ont eu lieu. Alors, c'est un protocole qui est, je dirais, incrémental, c'est-à-dire qu'en gros, vu d'Alice, elle va avoir une série de transactions comme ça, qui sont toutes valables, c'est-à-dire qui sont toutes signées par elle et par Bob, sauf qu'elle sait que celle-là, par exemple, elle ne peut pas s'en servir parce que si elle les publie, elle perd son argent. Mais il n'y a pas de... à chaque instant, on a une transaction qui est publiable sans risque, on n'en a pas 10 000. Donc il ne peut pas y avoir de notion de conflit à ce point-là. En gros, les nœuds se parlent entre eux, il y a un protocole qui est assez classique à base de machine à état, et on incrémente les états en fonction des messages qu'on s'envoie. Du fait que chaque sous-transaction est confirmée par les deux parties. Donc chaque transaction est signée par les deux parties. Donc à chaque transaction, c'est vraiment important dans Lightning, parce que c'est quelque chose sur lequel il y a eu pas mal de flou. À chaque instant, quand vous avez un nœud Lightning, vous avez une transaction valide que vous publiez quand vous voulez. Et si je suis dans ce schéma-là et que finalement donc ça se solde et je verse, en fait, je suis dans cette transaction-là, et imaginons que je veux payer à nouveau 6 bitcoins à une autre personne. Est-ce que je peux utiliser donc ce canal qui est ouvert, et comment je séquestre ces 6 bitcoins dans ce même canal? Alors aujourd'hui, non. Aujourd'hui, les canaux, on peut pas changer en gros ce qu'on a mis dans un canal au départ. Là, c'est 10. On peut pas rajouter 10 bitcoins pour en faire un canal de 20. Ça, c'est quelque chose qui est prévu dans le futur. On pourra, en gros, on a prévu de pouvoir modifier la funding TX et de dire que je vais rajouter, en gros, des UTXO dans la funding TX pour avoir plus d'argent. Ou je vais en sortir un peu. Donc la propriété c'est splice in, je rajoute de l'argent, splice out,
finalement, 10 bitcoins pour Alice, c'est trop, elle a envie d'en récupérer un peu, mais elle ne peut pas fermer le canal, donc elle va sortir un peu d'argent, mais ça, c'est pas faisable aujourd'hui. Aujourd'hui, Ça sera publié sur la blockchain, les rajouts et... Oui. Ouais. Mais comment je peux adresser une personne que je ne connais pas alors? Parce que j'ai créé mon canal. Alors, je vais en parler après de ça. Je vais y venir. Là, je montrais ce qui se passe entre Alice et Bob. Donc il y a une structure, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous avez une structure qui est à 2 étages sur la commit TX, qui dépense la funding TX. Ce qu'on peut voir ici, c'est que ça, c'est la commit TX de B. De A, pardon. Ce qu'on peut voir ici, c'est que toutes les sorties de B ont ce qu'on appelle, là où j'ai mis le petit warning là, en gros, ont ce qu'on appelle une clé de révocation qui permet de dépenser la sortie. Donc le chemin nominal pour l'HTC Success par exemple, ou pour la sortie de A, c'est que la sortie de A, elle va vers A après un certain temps, mais si B connaît la clé de révocation, il peut la dépenser tout de suite. Et c'est pareil pour toutes les sorties qui vont vers A. Donc si Alice publie ça, et que Bob a la clé de révocation, il vole tout. C'est le principe de la transaction de pénalité. Le principe de base du paiement sur Lightning, c'est donc le hash time not contract. C'est-à-dire que je donne de l'argent contre la préimage d'un hash. Vous savez tous ce que c'est qu'une préimage? Donc, une fonction de hash, c'est une fonction qui est pas inversible. C'est comme une espèce de fonction de compression géante qui va vous prendre un objet binaire de n'importe quelle taille qui va vous faire un tout petit digest qui fait en général 256 bits. Et c'est impossible de revenir à partir du hash à l'origine du hash qu'on appelle la préimage. Donc ce qu'il y a en entrée de la fonction de hash, c'est la préimage. En sortie, c'est le hash. Si je vous donne un hash, vous serez incapable de trouver la préimage qui permet de le générer. Donc il faut que je vous la donne. Et c'est quelque chose qui est très utilisé sur des protocoles cryptographiques pour prouver qu'on possède quelque chose. Et on ne peut pas trouver de collision. Donc si je vous donne un hash, alors c'est des choses que les gens utilisent pour faire de la preuve de dépôt. Si je vous donne un hash, que je mets sur la blockchain ou ailleurs, et que 5 ans plus tard, je vous donne un document qui peut être, je sais pas, un livre, une chanson, dont le hash correspond à ce que je vous ai donné 5 ans plus tôt, ça veut dire que ce document-là, je l'avais 5 ans plus tôt. Je peux pas recréer un autre document qui va se hasher vers la même chose. Donc le principe de la preuve de dépôt sur la blockchain, c'est ce que fait Wallet, et c'est aussi le protocole de Peter Todd, c'est ça. Donc un hash, vous ne pouvez pas le deviner. Donc il faut avoir la préimage, il faut qu'on vous fournisse la préimage pour que ça matche. Donc le paiement Lightning, c'est je donne de l'argent contre une préimage. Et si au bout d'un certain temps, j'ai pas reçu mon argent, au bout d'un délai, j'ai pas reçu mon argent, bah, je récupère mon argent. Donc il y a une notion de timeout. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça hash, parce que ça se base sur la récupération de la préimage d'un hash de paiement, et time locked, parce qu'au bout d'un certain temps, si je propose de faire un paiement, si au bout d'un certain temps je n'ai pas de réponse, bah, je dis ok, je récupère mon argent. Donc pour faire simple, un paiement Lightning, c'est un montant, un hash de paiement et un délai. Il faut une intervention humaine pour valider chaque commit TX? Non. Non, ça peut se faire complètement automatiquement. Donc il y a des gens qui imaginent que Lightning, par exemple, puisqu'il permet de faire des paiements instantanés et des micro-paiements et qu'il n'y a pas de limite de flux, ça puisse être utilisé pour faire des paiements machine vers machine. La voiture intelligente qui va payer son électricité toute seule à la borne ou des choses comme ça. Il n'y a pas de besoin d'intervention humaine. Donc concrètement, un paiement Lightning, ça marche comme ça. Celui qui veut se faire payer, c'est lui qui va initier le paiement, c'est-à-dire que c'est lui qui va choisir la préimage. Il va la hasher et il va afficher un QR code. Ce QR code, ce que ça veut dire, c'est que envoyer ce montant-là
à ce nœud-là en utilisant ce hash de paiement. Ça, c'est affiché sur un QR code et votre wallet, il va scanner ça. Il va créer un paiement avec ce hash de paiement, ce montant-là. Il va calculer une route, donc je vais en parler après, vers ce nœud-là. S'il trouve une route, il va envoyer le paiement qui va se propager jusqu'à la destination, qui va voir que ce hash correspond à la préimage qu'elle a tirée au sort. C'est des préimages qui vont changer à chaque paiement. Ça peut permettre aussi de faire de la comptabilité pour le marchand. Et ça peut servir aussi pour l'acheteur à avoir une preuve d'achat. Et le marchand, quand il voit arriver la demande de paiement contre un hash, il va donner la préimage. Donc concrètement, ça ressemble à ça. Alice veut acheter une image de chat. Elle va sur un site web, le site web de Bob, et elle dit « Moi, je veux acheter cette image magnifique ». Et Bob va tirer au sort une préimage. Il va calculer son hash et il va lui dire, ça peut être un QR code, ça peut être un SMS, ça peut être n'importe quoi. Il va lui dire « Envoie-moi un HTLC pour 2 bitcoins avec ce hash de paiement ». Donc Alice va intégrer ce hash de paiement dans sa comité X. Donc elle part de 6 bitcoins pour elle, elle va en basculer 2 dans un paiement qui est en cours, qui n'a pas encore été résolu. C'est-à-dire qu'elle va proposer un paiement de 2 bitcoins pour ce hash-là à Bob. Bob va lui envoyer son secret de révocation. Donc en gros, ce que fait Alice, c'est qu'elle dit à Bob, voilà ta nouvelle commit TX. C'est plus 6-4, c'est 4-4-2. Et ces deux-là, ils sont pour toi si tu connais la préimage qui correspond à H. Vu que Bob connaît forcément cette préimage, il va dire, moi ça me va, je vais gagner de l'argent. Donc il va renvoyer son secret de révocation. Et donc ça veut dire que son ancienne transaction n'est plus valable. C'est la nouvelle qu'il faut utiliser. Il va signer la transaction d'Alice. Donc aujourd'hui sur Lightning, c'est une des limitations de Lightning. Chaque nœud maintient la vue qu'il a de la comité X de l'autre partie du nœud. Donc c'est pour ça qu'on dit parfois que Lightning c'est asymétrique. Alice maintient la vue qu'elle a de sa transaction et la vue qu'elle a de la transaction de Bob. Pareil pour Bob à l'envers. Et Alice signe la transaction de Bob et lui envoie cette signature. Et Bob signe la transaction d'Alice et lui envoie cette signature. C'est aussi ce qui fait, pour répondre à une question posée tout à l'heure, que vu que c'est asymétrique, c'est compliqué de faire quelque chose de multipartie avec ça. Parce qu'on aurait une explosion du nombre d'états qu'il faut gérer qui est pas évidente. Donc une fois qu'Alice et Bob ont signé chacun leur nouvelle comité X et qu'ils ont mis ce paiement, cette proposition de paiement dans leur comité X, Bob va envoyer R. Alice va vérifier que R, c'est bien la préimage de ce hash, et puis elle va basculer ce HTLC vers Bob et va lui signer une nouvelle comité X, et ainsi de suite. Donc au final, on est passé de 6 bitcoins pour Alice et 4 pour Bob, au contraire. 4 bitcoins pour Alice et 2 pour Bob. Pour fermer les channels, je vais passer assez vite là-dessus, il y a 3 façons. La bonne façon, c'est que les nœuds sont tous les deux online, ils négocient entre eux une transaction de fermeture. Négocier parce que sur Bitcoin, il faut se mettre d'accord sur les frais de transaction. Il se trouve qu'une transaction publiable sur le réseau Bitcoin, il faut qu'elle soit signée, mais il faut aussi que ces frais de transaction, qui changent quand même assez souvent, soient réalistes par rapport aux frais de transaction en cours. Si vous avez un canal qui a été ouvert il y a un mois, les frais de transaction sur lesquels que vous aviez utilisé pour ouvrir le canal, ils ont peut-être changé beaucoup. Il y a régulièrement sur le réseau Bitcoin des changements très brusques des frais de transaction qui peuvent soit monter très vite, soit descendre très vite. Donc vous n'avez pas envie de surpayer et vous n'avez pas envie non plus de vous trouver avec une transaction qui paye tellement peu qu'elle va mettre des jours à être inclus dans un bloc. Donc il faut régulièrement mettre à jour. Ça aussi, c'est une limitation de Lightning qui devrait sauter, on espère, l'an prochain. Vous devez régulièrement mettre à jour vos comités X pour avoir des frais de transaction qui sont cohérents avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc la négociation de sortie, c'est ça. 2020 ou L2, alors je parlais d'L2. L2, on espère que ça va arriver
peut-être pas cette année, mais l'an prochain. Mais il faut un changement au côté protocole Bitcoin, ça ne concerne pas que Lightning. Pour ceux qui connaissent, c'est 6 hash to input, donc ce sera long à mettre en place. Donc ça, c'est la bonne façon, c'est les nœuds sont vivants, ils négocient, ils se mettent d'accord sur OK, c'est ça le prix d'une transaction Bitcoin sur la blockchain aujourd'hui, et ils la publient. C'est les deux nœuds qui publient la transaction Ils arrivent exactement à la même, donc ça fait aucune différence. Ils vont arriver exactement à la même transaction, donc ils peuvent publier la transaction tous les deux. Quand vous dites qu'ils se mettent d'accord, c'est automatique ou c'est vraiment le... C'est automatique, oui. En gros, il y a une espèce de... On fait une espèce de dichotomie, en gros, entre les frais que chacun propose pour essayer de converger vers des frais qui sont acceptables pour les deux. Quand ça se passe plus mal, c'est-à-dire que soit votre peer vous envoie n'importe quoi, des signatures qui ne sont pas valides par exemple, effectivement, il ne faut pas accepter une signature non valide, ça veut dire que votre dernière commit TX n'est pas utilisable, soit il disparaît. Alors c'est beaucoup mieux aujourd'hui, mais dans les premiers temps sur testnet c'était un cauchemar. C'est-à-dire que tout le monde voulait jouer à créer son nœud Lightning, apparaître sur les explorateurs et personne ne les maintenait. Donc vous aviez un nombre de nœuds qui était inutilisable, qui était gigantesque. C'était assez compliqué de tester comme ça. Donc là, si vous avez ouvert un canal, vous avez bloqué de l'argent dedans et votre peer ne répond pas, vous publiez votre commit TX. Et ce qui se passe, c'est l'image que j'ai montrée tout à l'heure. Voilà. Vous avez un délai, typiquement une journée, avant de pouvoir récupérer les fonds qui sont dessus. Et puis il y a, quand ça se passe vraiment très très mal, votre peer, soit parce qu'il triche, soit et c'est déjà arrivé parce qu'il a eu un problème, il a restauré un vieux backup et il est reparti d'un état qui était déjà révoqué, il publie une vieille transaction. Dans ce cas-là, vous avez une fenêtre, cette fameuse journée dont j'ai parlé avant, qui vous permet, avec le secret de révocation qu'il vous a donné, de récupérer tous ces fonds. Donc la punition quand on triche sur Lightning, c'est que tout l'argent de la communauté X s'en va. On est notifié pendant que l'autre peer publie oui. Oui, c'est facile, il suffit de regarder la blockchain. En gros, un nœud Lightning, il va en permanence monitorer la blockchain, il va regarder la funding TX, est-ce que quelqu'un est en train de la dépenser? Dès qu'elle est dépensée, il va regarder la transaction qui la dépense et il va essayer de voir si c'est, par exemple, une vieille communauté X. Si c'est le cas, il doit tout dépenser. C'est automatique aussi ou... Oui. Tant qu'on est sur le Lightning, je suis pas sûr d'avoir compris, il y a des frais de transaction Oui. Et qui reçoit ces... Les nœuds qui relaient les paiements. Donc ça, je vais en parler maintenant. Donc ça, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Alors les scripts, voilà, ça c'est plus intéressant. Donc là, j'ai parlé de ce qui se passe entre Alice et Bob, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est comment est-ce qu'on étend le concept de canaux de paiement pour pouvoir payer n'importe qui. Donc là, supposons que Alice va acheter, pareil, une image de ça sur le site de Carole et elle n'a pas de canal avec Carole. Mais elle a un canal avec Bob. Il va se passer exactement la même chose. Elle va dire, moi je vais acheter cette image. Carole va dire, très bien, envoie-moi un HTC pour 2 bitcoins. Et ce qui se passe, c'est que Alice va essayer de regarder sur sa table si elle a un chemin vers Carole. Elle va voir qu'en passant par Bob, elle peut aller vers Carole. Donc elle va envoyer un paiement à Bob en disant à Bob, envoie le même paiement à Carole. Donc Alice propose un paiement à Bob et lui dit, propose le même paiement à Carole. Carole va renvoyer la préimage à Bob, qui est content, qui va être payé, qui va renvoyer la préimage à Alice, pardon, qui va lui envoyer de l'argent. Donc le fait qu'on utilise la même préimage dans les deux paiements, ça veut dire que concrètement, Alice ne va pas payer Carole. Alice, elle va payer Bob. Mais Bob va payer Carole. Et la façon dont le protocole est agencé aujourd'hui fait que ça se passe sans devoir faire confiance à Bob. Bob ne peut pas décider, tiens, finalement, je vais garder l'argent ici et je vais garder l'argent d'Alice, mais pas l'envoyer à Carole. Et c'est complètement concomitant, c'est-à-dire quand Bob se fait débiter, instantanément il se refait créditer?
Ou alors il y a un petit... Oui, c'est quasiment instantané, oui. D'accord. Donc à aucun moment je vois que j'ai été débité de -2 sur ma balance. Ou l'espace d'un instant. Mon historique, -2 peut-être. plus 2. On va voir sur l'historique qu'il y a... c'est deux canaux qui sont complètement différents, hein. Donc Bob, il va voir que d'un côté, il a gagné 2 bitcoins, que de l'autre côté, il en a perdu 2. Sur son historique. Oui. Il faut qu'il ait suffisamment de bitcoin au début pour avoir de coin pour... Oui, c'est une délimitation aussi de Lightning. C'est que ça, dans l'exemple qui est ici, on est limité par les fonds qui sont de chaque côté du canal de paiement. Donc si vous regardez ce qui se passe de Ali vers Bob vers Carol, avec cette image-là, Alice ne peut pas envoyer plus que 3 bitcoins à Carol. Parce que sinon, ici, ça ne passera pas. Et dans l'autre sens, Carol ne peut pas envoyer plus que 4 bitcoins à Alice, parce que ici, ça ne passerait pas. Mais qui paie du coup? C'est l'émetteur ou le récepteur? C'est Alice qui paye à Carol. Ce que, fonctionnellement, c'est ça qui se passe. Et dans la réalité, Alice paie Bob et Bob paie Carol. Et ça, je l'ai fait avec 3 nœuds, mais on peut en faire avec autant de nœuds qu'on veut. C'est ce qui permet de payer n'importe qui à partir du moment où vous trouvez un chemin dans le réseau Lightning qui va vers cette personne. Là, ça implique que de fait, il faille des opérations, des transactions qui deviennent en fait le support ou en fait le facilitateur. Mais si par exemple justement on n'a pas Bob qui soit disposé à... Non, en fait, de toute façon, à tous les coups, lui, il n'a pas à avoir de transaction. Là, je me suis perdu, mais en fait, c'était plus par rapport à... Il n'y a pas de coût, en fait, comme du gaz pour... Si. Alors là, dans ce que j'ai montré, il n'y a pas de coût. Donc, Alice a envoyé 2 bitcoins à Carol, et Bob, il en a perdu 2 ici, non, pardon, il en a perdu 2 à droite, il en a gagné 2 à gauche. Dans la réalité, c'est pas vrai. Et il y a une notion de commission que les nœuds prennent pour relayer les transactions. Donc sur le réseau Lightning, Bob en fait va prendre une commission pour faire passer le paiement. Et donc en fait, pour envoyer 2 bitcoins à Carol, Alice aurait payé 2, aujourd'hui les frais de transaction sont minuscules, mais elle aurait payé un peu plus. Elle aurait payé 2 bitcoins et une poignée de Satoshi pour payer Carol. Et cette poignée de Satoshi, c'est Bob qui va la garder. C'est Alice qui paye? Oui. C'est tout le temps celui qui envoie le paiement qui paye. Oui. Et comment c'est décidé ces frais de transaction? C'est le protocole ou c'est... Chaque nœud va publier des messages de routage qui disent, pour Bob par exemple, va publier un message qui dit pour envoyer de l'argent vers Carole en passant par moi je prends tant de commission. Et après on optimise le chemin et le coût. Donc si, là bon, c'est un exemple qui est basique, mais si vous avez plusieurs routes, vous allez utiliser celle qui vous coûte le moins cher. Et le niveau des montants de commission, c'est bien inférieur à 1 centime d'euro. Alors c'est en pourcentage de la transaction, mais aujourd'hui, en gros, la norme, c'est 0,1%. Du montant de la transaction. Oui. Donc c'est très très faible. Pour qu'un nœud Lightning soit fonctionnel, il faut qu'il y ait des bitcoins dessus, forcément. Oui. Sinon, tout fonctionne. Donc, une transaction peut être réalisée. Oui. Et sur chaque canal, il doit y avoir le bitcoin. Il ne peut pas être centralisé sur le nœud et le nœud les disperse sur les différents canaux. Dans ce cas-là, pour entretenir le réseau, est-ce qu'il y a un coût en un sens aujourd'hui est-ce qu'il faut envisager de rémunérer des nœuds qui vont rester actifs pour maintenir le réseau? Parce ils sont rémunérés forcément parce qu'ils relaient des paiements. Oui, mais si par exemple demain Bob il n'a pas envie d'avoir ses canaux ouverts, au final cette transaction ne peut plus se faire si on reste sur ce schéma, et dans ce cas-là ça dissipe en fait le potentiel du réseau. Ouais, mais aujourd'hui, dans ce cas-là il faut de la rémunération de nœuds pour qu'ils restent actifs et que les gens n'aient pas envie de fermer leur canaux. J'ai une image. Le réseau, alors là, bon, le réseau il ressemble à ça aujourd'hui. Vous avez des milliers de nœuds et des dizaines de milliers de channels. Donc, il y a relativement peu de chances qu'en faisant disparaître un canal de paiement, on fasse une partition sur le graphe. Et ça va aller de mieux en mieux.
Il y a aussi quelque chose qui va aller de mieux en mieux, c'est que quand vous êtes connecté à quelqu'un, que vous avez ouvert un canal de paiement à quelqu'un, vous bloquez de l'argent. Donc si cette personne est offline trop souvent ou si vous avez des problèmes pour payer avec, votre canal, vous allez le fermer. Il n'y a aucun intérêt à maintenir ouvert un canal de paiement avec un nœud qui ne fonctionne pas bien. Sur le principe d'une transaction, par exemple, entre personnes avec un marchand, est-ce que quand on va sur le site d'achat, on voit immédiatement le potentiel de pouvoir trouver un cheminement vers ce nœud, cette personne? Oui, vous allez savoir. Alors je vais faire une démo, d'ailleurs il faudrait que je la fasse maintenant parce qu'on va être un peu juste, mais oui, en gros le calcul de la route il se fait côté émetteur. Donc vous, quand vous allez payer, vous avez localement une vue du réseau, vous essayez de trouver une route, si vous n'en retrouvez pas, vous allez le savoir tout de suite. Et c'est au moment de la tentative de transaction oui, c'est pas au moment de l'émission de la transaction. La première étape, c'est calculer une route. S'il n'y a pas de route, votre nœud Lightning va dire je ne peux pas payer, je ne trouve pas de chemin vers ce marchand. Donc pour imaginer que ce soit avant, si on vient sur le site marchand, qu'on puisse tout de suite savoir si on peut acheter auprès de cette personne et à quel type de prix. Oui, sachant que de toute façon, faire l'essai, ça ne vous coûtera rien. Si vous essayez de payer quelqu'un et que vous n'avez pas de route, ça va pas. Par contre, j'ai super du temps de me dire je ne peux pas acheter sur ce site, autant qu'aller voir ailleurs. Oui. Mais l'idée, c'est d'avoir un réseau qui sera très connecté, sur lequel vous serez capable, au moins vers les marchands principaux, de trouver des chemins. Pour ouvrir un canal, c'est aussi facile que scanner un QR code ou pas? Oui. Alors en fait, je vais vous montrer comment vous pourriez faire. Ceux qui ont un... Alors, vous avez des explorateurs aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a mieux que ça. Il y a le nôtre. Je vais me faire écharper par les collègues là. C'est une testnet ça? Pas vu. Non, il est passé sur. Il est sorti d'abord. Voilà, vous avez un explorateur. Vous avez des nœuds. Qu'est-ce qui est bien là-dessus? Ah oui, mais nous on n'affiche pas le QR code. Vous avez des nœuds avec leur IP et leur port. Bon, ceux-là n'ont pas d'IP public. Voilà. Là, si vous voulez ouvrir un nœud avec celui-là, vous scannez le QR code avec votre téléphone. Ça veut dire, voulez-vous ouvrir un nœud avec ce nœud-là identifié par sa clé publique à cette adresse-là. Et puis ça va créer la Funding TX. Je l'ai pris au hasard, hein. Si vous voulez le faire, allez-y, mais je l'ai vraiment pris au hasard. On peut le faire sur testnet plutôt. Ou vous pouvez ouvrir un canal de paiement avec votre téléphone vers nous. Nous, on vous garantit qu'on a un nœud qui est très fiable. Et puis ça va publier la Funding TX et quand ça sera complet, vous aurez un canal de paiement qui sera utilisable. Mais on peut pas voir les fonds disponibles au niveau des canaux. Par exemple, si on veut créer un canal avec lui, on peut pas savoir si derrière les collections que ça implique, on va pouvoir si. de l'argent. Ah, on peut. Alors vous pouvez voir les canaux qui sont publics. Ah, on peut choisir de publier les canaux qu'on va créer ou de les garder privés. Dans la pratique, pour les nœuds qui sont terminaux, ça n'a aucun intérêt. En gros, les nœuds qui sont dans la table de routage, qui sont là-dedans, c'est les nœuds qui relaient des paiements. Donc ils sont au milieu du réseau. Si vous êtes soit un utilisateur avec un téléphone, soit un marchand à l'autre bout du réseau qui reçoit des paiements, ça n'a aucun intérêt d'apparaître dans la table de routage. C'est pour ça que le routage qui est fait aujourd'hui fonctionnera difficilement si on a des millions de nœuds, ou peut-être même des centaines de milliers de nœuds qui relaient des paiements. Mais avec le réseau qu'on a aujourd'hui, donc quelques milliers de nœuds, on pourrait très bien avoir des millions d'utilisateurs, à la fois côté client et côté marchand, parce que leurs canaux à eux, ceux qui sont terminaux, ils n'ont pas besoin d'être publics, ça ne sert à rien. Les canaux que vous allez créer avec le wallet mobile Éclair, ils ne se voient pas là-dessus, parce que ça n'a pas d'intérêt. Un téléphone mobile, ça n'a pas relié de paiement, ça n'a pas de sens. Les marchands qui sont à l'autre bout, qui eux font que recevoir de l'argent, ils ne vont pas non plus relier de paiement, donc ça n'a pas de sens pour eux d'apparaître dans la table de routage. Donc avec le réseau qu'on a aujourd'hui, avec les milliers de nœuds
qui forment le réseau de nœuds qui peuvent relier les paiements, vous pourriez très bien avoir des millions d'utilisateurs et des millions de marchands. Ça, c'est quelque chose qui est pas forcément mis en avant, mais il y a énormément de nœuds, de canaux de paiement qui ne sont pas publics aujourd'hui. Il y a probablement un nombre comparable de canaux de paiement, voire peut-être supérieur, que vous ne voyez pas, qui ne sont pas publics, par rapport à ce qui est là-dessus. Dans les nœuds aussi, des nœuds non publics. Oui, on peut très bien sur Lightning aussi se créer un espèce de réseau Lightning privé virtuel, comme un VPN. Des gens qui se mettent d'accord entre eux, qui ne publient pas leurs canaux, qui se disent voilà, un peu comme les cérémonies d'échange de clés PGP, les gens se mettent d'accord entre eux et s'ouvrent des canaux entre eux, se partagent n'importe comment des messages que vous voulez, signal ou autre chose, leur table de routage, et c'est quelque chose qui apparaîtra nulle part. Et si mon nœud est sur une table de routage, l'IP par contre est ouverte à tout le monde. Sauf si, alors il y a des gens qui décident de ne pas la publier. Donc là-dedans, je vais en prendre un, alors pas celui-là. Voilà. Celui-là, par exemple, il apparaît dans la table de routage, mais son IP n'est pas public. Donc de plus en plus. Concrètement, c'est quel intérêt j'ai à l'ouvrir, à être public? Là, tous ces points, c'est qui concrètement? C'est des passionnés du réseau? C'est des passionnés du réseau, c'est nous, c'est nous et c'est aussi Blockstream, c'est les gens qui ont des boutiques Lightning, c'est Bitrefill, c'est des gens qui veulent expérimenter pour proposer d'autres types de services. Mais demain, la vision, c'est pas par exemple que les marchands devront contribuer au réseau pour pouvoir... non. Pas forcément. Il n'y a pas tellement besoin, parce que il n'y a pas besoin d'1 million de nœuds pour traiter. Non. Il n'y a pas besoin. Non, avec quelques dizaines de milliers de nœuds, on pourrait servir beaucoup de gens, clients et marchands. Il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin d'1 million de nœuds pour. Il n'y a pas besoin d'avoir autant de nœuds ou de canaux publics que d'utilisateurs. Ce qu'il y a là-dedans, c'est ce qui sert à router les paiements. Pour la plupart des gens, notamment pour les terminaux mobiles, on n'apparaîtra pas, les terminaux mobiles ne vont pas apparaître là-dessus, par exemple. Ils pourraient non, parce que un téléphone, ça n'a aucun sens. Un nœud qui route des paiements, il doit être fiable. Il doit être online tout le temps, et il doit router les paiements tout le temps. Parce que les gens qui sont connectés à lui vont, entre guillemets, avoir de l'argent qui ne sert à rien. Si vous êtes connecté à un nœud qui est offline même la moitié du temps, ça veut dire que la moitié du temps, vous avez de l'argent qui est bloqué et qui n'est pas utilisable. Donc très rapidement, vous allez regarder vos canaux, ceux qui sont offline tout le temps, vous allez les fermer et vous allez en ouvrir d'autres avec des nœuds qui sont plus fiables. Donc même pour un utilisateur, ça n'a aucun sens de garder un canal ouvert avec un nœud qui n'est pas fiable. Dans le cas où on a un paiement sur plusieurs canaux, et en cours de route, il y a un changement de balance ou un canal qui se ferme. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Les fonds reviennent ou Alors, ça dépend en gros de est-ce que la préimage est utilisable ou pas. Si la préimage n'a jamais été envoyée, vous allez... c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le modèle de paiement, c'est je paye contre une préimage, mais au bout d'un certain temps, je récupère mon argent. Donc il faut attendre, et puis vous récupérez votre argent. Et si la préimage est publiée parce que il y a un échange qui s'est fait d'un côté, mais de l'autre côté, le canal a été fermé, mais que la transaction avec la préimage, vous pouvez la récupérer sur la blockchain, vous allez l'utiliser côté amont pour récupérer vos fonds. Donc en gros, ça dépend des cas. Je vais vous faire une démo de ce que ça donne. Alors pour ça, j'ai deux solutions, j'ai Yols ou Satoshi's Place. C'est filmé ou pas? Oui. Ouais, Satoshi's Place, c'est pas forcément safe for work, mais c'est un concept Satoshi's Place qui est assez intéressant. Alors, on va voir ce que ça donne. Est-ce que vous connaissez Satoshi's Place? Alors, qu'est-ce que ça donne? Ouais, ça va, ça pourrait être pire. On va rester là-dessus. Donc Satoshi's Place, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelque chose d'assez intéressant.
c'est le concept d'une image avec 1 million de pixels et vous pouvez acheter les pixels pour 1 Satoshi. Un Satoshi, ça fait 1/100 de centime, je crois. Et donc, c'est un truc que beaucoup de gens ont trouvé très très intéressant parce qu'il n'y a rien, à ma connaissance, dans le système traditionnel bancaire qui permet d'acheter des choses pour 1/100 de centime. Ça n'existe pas. Et même, je pense que vendre des choses pour 1 ou 2 centimes, à mon avis, c'est assez compliqué aujourd'hui. Je ne suis pas sûr qu'on puisse faire des paiements carte bancaire pour 1 centime. Je ne sais pas quel serait le... Les frais sont plus importants. Ouais. Donc Satoshi's Place, ça vous permet... Bon, alors c'est le mur des toilettes, hein, c'est pas... En gros, vous pouvez dessiner des choses dessus. Là, je ne sais pas combien j'ai mis de pixels. Donc ça m'affiche un QR code qui est de 166 Satoshi. Donc ça fait pas beaucoup. Alors, si quelqu'un veut... Bon, je vais le faire. Ça, je peux le scanner avec mon téléphone. Donc ça me dit, est-ce que vous voulez payer acheter 166 pixels sur Satoshi's Place? Donc moi, je vais dire oui. J'ai mon paiement qui est pending, qui a été envoyé. Et boum, là on voit l'espèce de petit carré que j'ai dessiné sur Satoshi's Place. Donc le paiement est quasi instantané, c'est un paiement de, je pense c'est moins d'1 centime, et il n'y a pas de notion de temps de confirmation, etc. Et il m'a coûté, alors, il m'a coûté un peu cher parce que il a dû me coûter un dixième de centime, quelque chose comme ça. Enfin, je pense que en termes de pourcentage sur des montants minuscules, on est au-dessus des 3% que nous on a mis comme limite sur le wallet, mais c'est 3% de quasiment rien, c'est 3% de poussière. Et ça, tout le monde a trouvé ça intéressant, d'abord parce que la personne qui a fait ça, il a vraiment fait ça dans un placard pendant un week-end, et parce que c'est quelque chose qui est... Bon, c'est amusant, mais ça montre aussi un cas d'utilisation de Lightning pour faire du micro-paiement qui est très compliqué à faire avec autre chose. Il y a une autre démo que je fais souvent, qui est plus grand public, c'est Yols. Donc Yols, c'est... on va faire de la pub au LedgerX. Donc Yols, c'est une sorte de réseau social où vous pouvez publier des articles et être payé au contenu. Et là, par exemple, il y a un article sur le nouveau LedgerX. Et si je veux voir la suite, il faut que j'achète l'article pour 16 centimes. Ah, c'est quand même plus cher. Donc là, c'est pareil. Je scanne la requête de paiement, je ne sais pas si les gens voient. Ça me dit, est-ce que vous voulez payer 1 centime pour lire le nouvel article sur le LedgerX? Je fais payer, je calcule une route, j'envoie mon paiement et je peux lire la suite de l'article. Et eux, ils utilisent un nœud de Lightning? Oui. Donc ça, c'est un paiement qui se fait entre Eclair, qui est notre wallet mobile, qui est passé par le nœud A5, qui est passé par un nœud Yols, qui sont deux implémentations différentes. C'est-à-dire qu'au départ, c'est du Eclair et à l'arrivée, c'est du LND. Et ça marche bien et on peut voir. Alors, il n'y a pas forcément énormément de contenu, mais c'est quelque chose, Lightning, qui est utilisable aujourd'hui sur Mainnet, même s'il n'y a pas encore énormément de marchands, et qui est de plus en plus fiable. Qui est super pratique parce qu'il y a juste un QR code à scanner et il n'y a pas de carte bleue à donner. Non. Et à aucun moment, si un jour le serveur se fait hacker, ma carte bleue serait dans la nature. Oui. Donc, j'espère que Coinhouse aura un jour le paiement Lightning, même si ce que vous vendez, ça dépasse peut-être un petit peu le montant des paiements qui sont... On peut déjà payer en Lightning. Voilà. Donc aujourd'hui, vu qu'on a volontairement limité la taille des canaux et le montant des paiements,
Lightning, ça marche très bien pour les petits paiements comme ça. Dès que vous commencez à dépasser 30-40 $, c'est un peu plus compliqué parce que c'est plus compliqué de trouver des routes qui peuvent... voilà. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui augmente de plus en plus. Et donc, très rapidement, on pourra acheter des vêtements, des choses comme ça sur Lightning. Est-ce qu'on peut faire des requêtes de canaux, de chemins? Si on est point A, point B, et qu'entre les deux, il n'y a pas le chemin qui existe, est-ce qu'on peut lancer une requête pour que des nœuds, des acteurs en fait, établissent un canal? Il n'y a pas de mécanisme pour faire ça dans le protocole. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ça arrive encore que les opérateurs s'envoient des messages, on s'envoie des mails, ou même, il y a pas mal d'explorateurs Lightning où vous avez un point de contact pour l'opérateur du nœud. Donc régulièrement, vous avez des gens qui envoient des messages, est-ce que vous pouvez connecter à tel endroit, ça peut être introduit. Ce qui sera introduit, c'est la possibilité d'avoir ce qu'on appelle le dual funding, c'est-à-dire d'avoir des fonds de chaque côté du canal dès sa création. Aujourd'hui, ce qui nous limite, c'est le fait que l'argent est uniquement du côté du créateur du canal. Si moi j'ouvre un canal de 10 bitcoins, je vais avoir 10 bitcoins au départ et de l'autre côté il y aura 0. Donc les paiements ils peuvent aller que dans ce sens-là. À partir du moment où on aura la possibilité d'avoir des canaux où chaque nœud peut mettre de l'argent, on pourra avoir des canaux qui seront équilibrés tout de suite et ça va régler ce problème de balance disponible pour faire des paiements. Ça veut dire on pourra, c'est que les specs ne sont pas encore écrites c'est en cours d'écriture, donc ceux qui s'intéressent, vous pouvez aller voir sur le repo GitHub des specs. Il y a une proposition pour le dual funding, mais elle n'a pas été validée. Pour la version 1.0 des specs, on a fait quelque chose qui était plus simple à implémenter et à gérer d'un point de vue effet de bord. Et donc on a finalement décidé de ne pas avoir le dual funding au départ. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui on crée des canaux qui sont déséquilibrés à l'origine. C'est quelque chose qui devrait changer cette année. Et les autres implémentations n'ont pas non plus? Non, ça c'est dans les specs, c'est pas un problème d'implémentation. Aujourd'hui les specs de Lightning 1.0, c'est celui qui ouvre le canal a tout l'argent de ce côté. D'accord. Et là c'est les trois... Les specs 1.1, donc les trois implémentations suivent les specs de Lightning 1.0. Les paiements que j'ai faits là, c'est avec le réseau Lightning en version 1.0. En version 1.1, on aura le dual funding, on aura le splicing, splice out dont on parlait tout à l'heure, on pourra rajouter de l'argent dans un canal existant, on pourra faire beaucoup plus de choses, mais ça n'existe pas aujourd'hui. Et la validation de ces specs, ce sont les trois sociétés qui développent les clients qui participent? C'est la communauté de développement Lightning. Donc aujourd'hui, c'est principalement les trois sociétés qui font le protocole, mais il y a aussi des gens qui sont employés par personnes qui interviennent régulièrement. Il y a de plus en plus de développeurs Bitcoin qui s'intéressent à Lightning. Matt Corallo, par exemple, que vous connaissez, je pense tous, Blue Matt, il s'intéresse beaucoup à Lightning et il participe de plus en plus à la fois à la rédaction des specs. Il est en train d'implémenter une version en Rust de Lightning. Donc c'est pas limité aux trois sociétés qui travaillent sur Lightning, même si bon, c'est encore une majeure partie des contributeurs. Mais si vous voulez participer à Lightning, c'est vraiment très simple. Vous pouvez aller voir sur la mailing list, vous pouvez faire une pull request, proposer des choses. On voit arriver de plus en plus de contributeurs. Notamment des gens qui essaient d'implémenter, qui se rendent compte que dans les specs, il y a parfois des petits bugs, ou dans les jeux de test, il y a parfois un octet qui n'est pas bon, et nous, comme on s'est tous mis d'accord, enfin, on a tous testé entre nous, on a réglé le problème, et on n'a pas vu que ce qu'on avait écrit ne correspondait pas exactement à la réalité. Donc il y a régulièrement des gens qui disent finalement là il y a un octet en trop, ou notamment les Japonais qui ont réimplémenté en partant des specs ont trouvé pas mal de petits bugs comme ça dans les specs de Lightning. Comment on met à jour un nœud? C'est-à-dire? C'est que les versions évoluent et que enfin le software. D'accord. Donc on l'éteint, on remplace le soft et on rallume. Okay. En gros, il y a là aussi, contrairement à une rumeur qu'il y a eu au lancement de Lightning, vous n'avez pas besoin d'être online
pour conserver l'état de vos canaux. Donc vous pouvez très bien éteindre votre nœud, votre machine, sans perdre l'état de vos canaux. Votre nœud, il va devenir offline. Je ne sais pas si j'en ai un sur mon téléphone. C'est juste pour rappeler effectuer les transactions, le temps que ça soit. Voilà. Mais je crois que j'ai pas de nœud qui soit éteint là. Non, tous les nœuds avec lesquels je suis connecté, ils sont offline aujourd'hui, mais si j'éteins mon téléphone et que je le rallume, je vais récupérer, mais mes canaux ne vont pas se fermer parce que je perds la connexion TCP. Et comme il n'y a pas de notion de consensus global, c'est beaucoup plus simple de faire des mises à jour que sur le réseau Bitcoin. Quel type de machine est nécessaire? Que vous évoquiez tout à l'heure, que ça puisse pas un téléphone parce qu'il n'est pas online en permanence, mais est-ce que ça peut être réduit à ce type de machine? Ça dépend ce que vous voulez faire. Si vous voulez utiliser Lightning, il y a les contraintes en termes de mémoire, CPU et bande passante sont très faibles. Donc là, on a un nœud Lightning complet qui fait tout sur le téléphone. Ce n'est pas une télécommande qui pilote un nœud qui est hébergé ailleurs. Par contre, si vous voulez relayer des paiements, c'est autre chose. Si vous voulez être au milieu du réseau relayer des paiements, il faut que vous ayez quelque chose qui soit très fiable. Demain, une box internet, ça aura un intérêt? Est-ce que ce sera techniquement jouable? Parce qu'au final, là, vous avez des appareils qui sont en permanence en ligne et qui pourraient mailler le réseau dense. Ou un terminal de paiement. Alors un terminal de paiement, pour moi non, c'est typiquement quelque chose qui va recevoir mais qui ne va pas envoyer, donc ça n'a pas intérêt à... Ça ne sera pas un nœud de routage. Là encore, ça dépend ce que vous voulez faire. Si vous voulez utiliser Lightning pour payer ou pour recevoir des paiements, ou si vous voulez router des paiements. Si vous voulez payer ou recevoir, il n'y a pas de contrainte sur les machines que vous pouvez utiliser. Si vous voulez router, il vous faut quelque chose qui soit extrêmement fiable. Et puis après, les specs de la machine, ça dépendra du nombre de canaux que vous voulez héberger. Si vous voulez héberger 5000 canaux, il faudra quelque chose d'assez costaud. En processeur, en RAM, en tout. Stockage, en tout. Alors plutôt plus en RAM et en processeur qu'en stockage. Et à l'instant T, avec toutes les imperfections, cette année, vous avez déjà vu des cas d'usage émerger parce que le fameux cas, c'est d'acheter son café, etc. Mais dans des pays... Alors il y a déjà des petites boutiques qui utilisent Lightning, notamment il y a en Australie, il y a des petites boutiques qui sont des amis au paiement Lightning. Il y a une sorte d'épicerie où on achète un peu des petites épiceries où il y a les trucs à 10 € au coin de la rue. Il y a un café à l'aéroport de Brisbane. Et dans des pays comme le Venezuela, etc., on commence à avoir un usage ou c'est vraiment trop tôt? Je pense que dans ces pays-là, c'est plus Bitcoin. C'est plus ce qui intéresse les gens dans des pays comme ça. Aujourd'hui, je pense que c'est plus le store of value que le... Quand on a une monnaie qui est extrêmement... où on a énormément d'inflation, je pense que ce qui intéresse plus les gens aujourd'hui, c'est le store of value de Bitcoin que Lightning. C'est pas encore Lightning. Mais ça se développe de plus en plus. Nous, on ne cherche pas forcément à trouver de beaux cas d'utilisation. Et Satoshi's Place, qui a bien marqué les esprits, c'est vraiment sorti de nulle part. Les gens vont de plus en... Vous avez un système de paiement qui est très différent du système traditionnel, qui va faire des choses qu'on ne peut pas faire avec. Et je pense que les cas d'utilisation vont émerger probablement aussi autour de tout ce qui est paiement de machine à machine. Aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui travaillent sur le jeu, mais c'est plus compliqué parce que c'est difficile. Le but, quand vous faites des paris, c'est de récupérer plus d'argent que ce que vous avez mis. Donc c'est pas forcément évident avec un système de canaux où les capacités sont fixes. Il y a des gens qui pensent au poker, donc moi je pense que c'est pas vraiment une bonne idée parce qu'on ne peut pas avoir de poker de façon anonyme. C'est très compliqué. Si vous jouez à une table avec des joueurs qui sont anonymes et que vous avez deux qui en fait jouent ensemble, ou si c'est la même personne, vous allez perdre. C'est pas possible de jouer correctement quand il y a de la collusion, c'est un fléau sur les sites de poker en ligne. Donc c'est un problème qui sera compliqué à régler. C'est pas forcément un bon fit, même si pas mal de gens font des démos avec ça. Mais nous, on espère que le paiement Lightning pour son café, pour sa bière, pour des choses comme ça, ça va arriver assez rapidement. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de faire des paiements récurrents, par exemple un abonnement? C'est compliqué. Alors c'est quelque chose qui est demandé très très régulièrement, les paiements spontanés, puisque j'ai montré tout à l'heure que
Ça fait partie des petites différences qu'il y a avec Bitcoin, c'est qu'on ne peut pas envoyer d'argent. Avec Bitcoin, vous pouvez envoyer de l'argent vers quelqu'un qui ne vous a rien demandé et qui n'est même pas online. Lightning, aujourd'hui, le récepteur doit faire la première étape de demander le paiement. Ce n'est pas forcément dans tous les cas un mal, mais c'est une des limitations de Lightning. Il y a des idées pour faire des paiements récurrents, typiquement, ce serait, ou des paiements spontanés, ce serait de générer des préimages à l'avance, mais il n'y a rien qui soit implémenté aujourd'hui. Donc c'est jouable, parce qu'un marchand, un acteur genre Conhouse a des serveurs en ligne en permanence, donc ils peuvent émettre la requête et que ce soit efficient. Mais il faut qu'elle soit acceptée oui. Systématiquement. Un paiement récurrent. Oui, aujourd'hui, le paiement Lightning, c'est le marchand décide de faire une action, c'est-à-dire générer une préimage, une requête de paiement, et le client décide de faire une action, c'est qu'il paye la requête. Les paiements récurrents type prélèvement automatique par votre banque, vous ne faites rien du tout, c'est un peu plus compliqué à faire. Sur un prélèvement automatique, vous n'avez pas d'action. Vous pouvez décider de l'annuler, mais même si vous êtes en vacances ou si vous êtes dans le coma, votre compte va être prélevé. Ça, c'est plus compliqué à faire avec Lightning. C'est un protocole machine qui peut marcher entre des machines, mais il y a quand même une notion d'interaction. Il y a des actions à faire pour mettre à jour les états. Et le réseau pourrait être utilisé pour autre chose que de la crypto et pour du transfert de data, de paquets, par exemple sur de la recherche big data et des données un peu sensibles comme du médical et médico-social. Est-ce que ça pourrait permettre en fait de faire de la transaction, transfert de... Le but de Bitcoin et derrière le but de Lightning, c'est de faire de la monnaie numérique. Donc, comment c'est utilisé, je ne dis pas que c'est accessoire, mais ça ne fait pas partie des préoccupations du protocole. Si on veut acheter, je n'ai pas compris la question, mais si vous voulez acheter des données ou des données médicales n'importe quoi, il faut raisonner vraiment en termes d'argent numérique. Non, je parle du protocole, est-ce que ça peut être utilisé pour transférer autre chose que de la crypto? Non, c'est pas du tout une qualification qu'on a en tête quand on... Nous, on est vraiment concentré sur quelque chose de très précis, c'est de faire de l'argent numérique qui soit le meilleur possible, au sens de pas de friction, des flux de transactions élevés et pas de tiers de confiance. Mais tout le reste, c'est un peu hors sujet. Si par exemple on va chez un commerçant qui nous fait un QR code du payment request, est-ce qu'on est obligé de faire partie du réseau de Lightning dans lequel il est inscrit ou on peut payer même avec notre... Il y a un réseau Lightning. Un seul. Il y en a un seul aujourd'hui. Okay. Donc là, moi mais si on ne fait pas partie de ce réseau-là, est-ce qu'on peut payer avec notre wallet Bitcoin tradit? Oui. Donc il y a dans les requêtes de paiement, il y a il y a un plan B. Si vous n'arrivez pas à payer avec Lightning, dans la requête de paiement Lightning, on peut mettre aussi une adresse Bitcoin traditionnelle que vous pouvez utiliser pour faire une transaction Bitcoin normale. Après, il y a des limitations. D'abord le fait que ce ne sera pas instantané. Donc, le marchand sera peut-être plus réticent à accepter une transaction qui est non confirmée. Donc, ça dépend de ce qu'on achète. Il y a aussi le fait que les frais de transaction sont différents. Et donc si vous achetez quelque chose pour vraiment... par exemple, personne ne va envoyer une transaction Bitcoin pour 1000 Satoshi aujourd'hui. 1000 Satoshi c'est faisable, mais ça n'a pas de sens. Là, les frais de transaction seront plus élevés que ce qu'on paye. Donc ce n'est pas forcément applicable partout. Mais oui, dans les requêtes de paiement Lightning, on peut rajouter en gros une adresse Bitcoin au cas où le paiement ne soit pas possible. Ce qui s'est passé là avec Yols, il y avait 2 QR codes. Non, alors en fait, Yols, il affichait la requête de paiement et l'URL du nœud Yols. Parce que tous les gens qui font ça, en gros, ils essayent de faire en sorte que les gens se connectent au maximum chez eux. Et donc souvent, vous avez qui apparaît dans un coin l'URL du nœud, c'est pareil pour les explorateurs. Du coup, là, on ne pourrait pas payer avec... Enfin, si, on peut payer avec notre wallet... Oui, moi, j'ai pas de canal ouvert avec Yols, et je peux payer le Yols parce que je passe par quelqu'un d'autre. Mais si vous n'avez pas de canal ouvert et que vous avez sur Yols, vous pouvez aussi décider d'ouvrir un canal avec eux. Mais ce n'est pas du tout obligatoire. Moi, je n'en ai pas et j'ai pu les payer sans problème. Je n'ai pas non plus de canal avec Satoshi's Place, et j'ai pu payer Satoshi's Place tout à l'heure.
Du coup, donc moi par exemple j'ai un éclair wallet, et donc le réflexe facile en le mettant en route c'était d'ouvrir un canal avec éclair. Donc j'aimerais savoir déjà est-ce que tu sais à peu près quel nombre de canaux sont directement connectés à vous? Est-ce que ça représente un pourcentage signifiant des canaux qui existent sur Lightning? Et est-ce que ça peut représenter un problème potentiel ou un truc sur lequel il faudrait travailler, que les gens se connectent plus sur des canaux différents? Alors oui, effectivement, aujourd'hui, la solution la plus simple pour les gens qui utilisent notre wallet, c'est de se connecter avec nous. Mais ce n'est pas du tout obligatoire. Donc là encore, avec notre wallet, ce que j'ai montré tout à l'heure, les QR codes de Yoast ou autre chose, il suffit de cliquer dessus et vous pouvez ouvrir un canal avec n'importe qui. Nous, il se trouve que comme la découverte des nœuds, c'est pas si simple que ça aujourd'hui, on a choisi une solution qui est très simple, c'est que nous on a un nœud, on sait qu'il est très fiable. Pour nos utilisateurs, nous on fait le support premier niveau. Quand ça ne marche pas, en gros, c'est sur nous que les gens tapent. Une des difficultés qu'il y a d'un point de vue technique avec Lightning, c'est que quand vous avez un problème, il n'y a pas beaucoup d'informations qui sont remontées. Pour ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on essaie d'en faire en sorte que ce soit un réseau le plus privé possible. Du coup, un utilisateur lambda, quand il voit qu'un paiement échoue, tout ce qu'il voit, c'est qu'il a le wallet mobile éclair et qu'il est connecté au nœud A5 et que ça ne marche pas. Ce qui fait que ça ne marche pas, lui, il ne le sait pas. Et nous, des fois, on a du mal à le savoir parce que le protocole est fait pour que ce soit difficile de savoir par où passent les paiements. Donc avoir des gens qui sont connectés à un nœud qui est le plus fiable possible, c'était aussi important pour nous pour ne pas avoir de... Il existe une liste des nœuds qui sont relativement fiables sur Non. Il y a OneML.com. Oui, alors ils sont en train de mettre au point des critères. Il y a aussi... Il y a une tendance forte aujourd'hui, c'est que d'avoir de plus en plus d'explorateurs Lightning qui fournissent chacun leur système de notation pour dire voilà les bons nœuds Lightning. Je pense qu'il faut peut-être avoir un certain recul par rapport à ça. C'est des choses qui peuvent être gamées assez facilement. Mais un ML, oui, a un système de notation. Les autres font la même chose et ils vont vous afficher les nœuds qui ont les plus grandes capacités publiques. Forcément, tout ce qui est privé, vous ne le voyez pas. Et puis, ils ont un système de ranking sur la fiabilité des nœuds, etc. Le Bitfury travaille sur un projet comme ça. J'ai peur que la réponse soit souvent le meilleur nœud, c'est le nôtre, pour tout le monde. Mais bon, c'est le jeu. Mais avec notre wallet, vous pouvez vous connecter chez n'importe qui sur AML ou sur notre Explorer à nous, et il n'y a pas d'obligation. Mais dans la pratique, est-ce que c'est quelque chose que les gens font, ou est-ce qu'en général, ils vont direct sur... Par définition, nous, on ne peut pas le savoir. On ne peut pas savoir si les gens ouvrent des canaux avec d'autres personnes que nous. Donc, en général, beaucoup de gens ouvrent des canaux avec des nœuds qu'ils ont chez eux et avec nous. Et les nœuds qu'ils ont chez eux, ça peut poser des problèmes parce que c'est pareil, avoir une machine chez vous qui est exposée à Internet, c'est pas si anodin que ça. C'est-à-dire qu'en gros, vous ouvrez le réseau Internet vers une machine qui est chez vous. On parlait de box ou autre chose. Il y a quand même des problèmes de sécurité qui sont dramatiques sur tout ce qui est IoT aujourd'hui. Je pense même que ça freine l'essor de l'IoT. Tout le monde est au courant des problèmes qu'il y a eu avec en gros, les boîtes à commandes vocales que vous mettez chez vous. Et en gros, vous avez des gens qui facilement se connectent chez vous et vous entendent parler, vous filment. Il y a eu des remontées de problèmes comme ça, c'est en permanence. Il y avait un site russe qui a été fermé il y a 2 ou 3 ans où vous aviez accès à je crois que c'était 10 ou 15 000 caméras IP dans le monde qui n'étaient pas protégées. On pouvait vraiment entrer chez les gens. Je pense qu'on peut faire la même chose aujourd'hui avec toutes ces boîtes qui répondent à mets-moi de la musique ou autre chose. Avoir une machine qui est exposée à Internet chez vous, c'est pas anodin. Donc, pour revenir sur le routing, est-ce que ce sera aussi possible d'éviter d'avoir le chemin le plus court? C'est plutôt le moins cher aujourd'hui qu'on prend. Ah, d'accord, plutôt le moins cher. Ouais. Et est-ce que je pourrais bientôt régler sur mon mobile, par exemple, le chemin avec parfois même le plus de routing pour profiter le plus possible du routage en oignon peut-être pas d'en cumuler beaucoup, mais d'éviter un arrangement direct des cartes. En théorie, c'est possible, c'est pas quelque chose qu'on propose aujourd'hui.
Mais en théorie, celui qui envoie le paiement a le contrôle complet sur la route qui est utilisée. Donc oui, on pourrait très bien imaginer que on va forcer, par exemple, le plus possible à passer par certains nœuds, ou à avoir des routes qui sont plus que X, ou à blacklister même certains nœuds. Si on se rend compte qu'il y a des nœuds sur le réseau qui essaient de faire de l'analyse de transactions, on peut très bien essayer de les blacklister. Ils ont la réputation pour faire le contrôle de... C'est un de leurs business officiels, hein, la traçabilité sur le réseau Bitcoin, pas sur Lightning. Mais effectivement... Peut-être que j'ai intérêt à ce qu'il y ait un peu plus de routage, un peu plus d'oignons, une fois que c'est passé par Bitfury, enfin je sais pas. C'est tout à fait possible, c'est pas des choses qu'on propose, et ni les autres aujourd'hui. Mais on a le contrôle complet du calcul de la route aujourd'hui. Quand vous dites on a le contrôle, c'est qu'on peut forcer les nœuds en avance pour utiliser d'autres nœuds, ou on peut juste dire ouais j'accepte. Quand je dis qu'on a le contrôle, c'est que c'est l'expéditeur qui calcule le chemin que va prendre son paiement. Donc si moi, par exemple... Plusieurs chemins, c'est lui qui décide. Oui. Alors nous, aujourd'hui, comme tout le monde, on a une heuristique simple, on calcule le chemin qui est le moins coûteux. Oui, mais si moi je veux passer par votre nœud, vous allez me renvoyer ce chemin-là. Vous n'allez pas forcément m'en renvoyer plusieurs. Aujourd'hui, supposons que je veux aller vers vous, je suis connecté, en gros je peux passer par à peu près n'importe qui ici. Moi je vais choisir aujourd'hui, sans me poser de questions, je vais calculer, le nœud éclair va calculer la route la moins chère. Mais on pourrait imaginer un système où on va blacklister, on va dire moi, je ne veux pas passer par monsieur ni par monsieur parce que c'est Bitfury et je ne sais pas ce qu'ils vont faire, ou je ne veux pas passer par... ou je préfère favoriser mon cousin qui est là. C'est l'émetteur qui décide. Par contre, ce qui est possible de faire aussi, c'est que le marchand, le récepteur, il peut donner des indications dans sa requête de paiement. Typiquement, c'est quelque chose qui pourrait être étendu pour avoir un système où on peut quand même trouver des routes, même si on n'a pas tous les canaux dans sa table de routage. Le marchand peut très bien dire, moi pour me payer, il faut envoyer tant d'argent avec tel âge de paiement à tel nœud, et voilà une liste de routes qui termine chez moi. Et si moi, quand je fais mon calcul sans utiliser les routes fournies par le marchand, je vois que j'arrive pas à aller chez vous, par exemple, en utilisant les indications que vous m'avez données, et en les rajoutant à ma table de routage, ça me permettra de terminer chez vous. C'est pas possible d'avoir des cycles non plus, passer 2 fois par année. Bah ça n'a aucun intérêt. D'avoir des interlocuteurs différents. En fait, par exemple, j'ai 2 canaux ouverts. Au final, les gens qui sont au-dessus de vous, c'est les mêmes personnes. C'est juste que moi, j'ai 2 canaux ouverts et je ne sais pas du tout que c'est la même personne dans la même transaction qui passe au travers. C'est possible ou c'est pas possible parce qu'il y aurait par exemple un ID unique? Il n'y a pas de notion de... L'identité des nœuds, c'est leur clé publique. Non, l'identité de la transaction, je parle. Il n'y a pas de notion d'identité de transaction. Ce fait qu'il y a... Non. Si moi je passe par mon ami, ensuite il va vers vous, et encore quelqu'un, et ce quelqu'un repasse par lui pour aller vers vous. C'est possible ou c'est pas possible ça? En théorie, c'est possible, mais là encore, d'un point de vue du calcul, quand vous allez envoyer le paiement, vous allez calculer une route. Ça... Si on est payé plus cher, c'est un problème. Ah bah si vous voulez, oui, vous pouvez très bien faire des paiements qui font ça, mais ça... Quelqu'un a réussi à faire une donation comme ça, anonyme, oui, à alors, d'autres en trichant. Ce qu'a fait René Picard, c'est que pour donner de l'argent sans que le paiement soit sollicité, il a surpayé les frais de transaction. En gros, si vous vous rappelez du schéma tout à l'heure, Alice paye Carole en passant par Bob. Si Alice va envoyer un bitcoin à Carole, elle va envoyer un peu plus qu'un bitcoin à Bob pour payer les frais de transaction que Bob a demandé. Alice pourrait très bien, pour faire un paiement tout petit, genre 1000 satoshi, et payer un bitcoin de frais de transaction à Bob. Et en gros, c'est comme ça qu'elle paye Bob. L'astuce du paiement non sollicité, c'est en gros de surpayer les frais de transaction que prennent les nœuds. Jamais utilisé Lightning. Comment je fais pour utiliser aujourd'hui? Sauf j'ai pas d'Android par exemple pour utiliser. Il y a 3 implémentations qui tournent sur tous les OS possibles. Donc vous en choisissez une. Alors, en général, il faut faire tourner un nœud Bitcoin avec. C'est la contrainte des nœuds sur serveur ou desktop.
Et il y a aussi alors les vrais nœuds mobiles, c'est-à-dire des nœuds qui sont autonomes mobiles, je pense qu'on doit être les seuls aujourd'hui. Mais il y a énormément de gens qui font les télécommandes. C'est-à-dire que vous avez un nœud hébergé chez vous, ou sur Amazon ou ailleurs, vous l'ouvrez, ce qui est quand même dangereux. C'est-à-dire que vous avez, via le réseau, on peut faire des ordres de paiement sur votre nœud, donc c'est un peu casse-gueule. Et vous, sur votre téléphone, vous avez une télécommande qui pilote ça. Ça se fait aussi énormément. Donc il y a beaucoup de choix aujourd'hui pour les nœuds et les wallets. Mais moi, je vous recommanderais d'utiliser le nôtre. Mais ils sont tous bien. Bientôt une version iOS ou pas? Non, c'est pas. Nous, on fait du Scala, donc c'est un langage qui tourne sur la JVM. On a fait Scala parce que c'est pour nous la plateforme la plus fiable qui existe pour faire des serveurs aujourd'hui. Il n'y a pas de crash avec Eclair. Nous, on a des nœuds qui tournent depuis très longtemps, qui ont beaucoup de canaux, beaucoup de paiements. On a vraiment zéro crash. C'est jamais arrivé que le truc explose, parce que la JVM, c'est très très fiable. Mais il n'y a pas de JVM sur iOS. Et je pense qu'il n'y en aura pas tout de suite. Donc iOS, pour nous, c'est faire un vrai wallet sur iOS, c'est très compliqué. Faire une télécommande, ce serait facile. Mais c'est pas ce qu'on essaie de pousser aujourd'hui. Question peut-être indiscrète, qui finance du coup cette société? C'est pas si indiscret que ça, parce que je pense qu'une grosse partie de l'information est publique. On a fait 2 levées de fonds, une petite et une un peu plus importante, qui ont été annoncées, et donc c'est du tout. Au départ, c'était, comme beaucoup d'entreprises traditionnelles, on a eu des business angels au départ, et puis là, c'est un fonds d'investissement qui a investi chez nous. C'est quoi votre business model du coup? Nous, aujourd'hui, on est encore en phase de R&D, donc on ne sait pas exactement comment Lightning va se déployer et ce qui fait qu'il va bien se déployer. Est-ce qu'il faut plutôt insister sur la partie wallet, sur la partie nœud, sur les services qu'on fournit autour? Donc nous, on essaie au maximum de tout faire. On fait tout ce qu'on peut, et les autres, c'est pareil aujourd'hui, pour que Lightning soit le meilleur possible, c'est-à-dire que les specs soient les meilleurs possibles, et que les outils qui sont fournis pour faire tourner des nœuds, pour payer, pour recevoir des paiements, soient les meilleurs possibles. Mais il n'y a pas de business model précis à très court terme qui se dégage sur une piste particulière. Nous, pour l'instant, on pousse. Ce qu'on veut faire, nous, c'est un nœud c'est faire partie de l'infrastructure de paiement et avoir le nœud qui soit le plus fiable possible. Donc on parle de nous essentiellement pour le wallet mobile, mais en fait, nous, ce qu'on développe en vrai, c'est un nœud qui va router des paiements et qui est le plus fiable possible. Ce qu'on fournit en open source, c'est ce que nous, on aimerait pouvoir faire tourner en production. Et donc tous les choix qu'on fait en interne, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte pour que ça marche le mieux possible. Mais on passe aussi beaucoup de temps à faire un wallet mobile qui soit très bon. C'est le plus utilisé aujourd'hui. Je pense que c'est le seul vrai nœud Lightning sur mobile, mais je me trompe peut-être. Et ça aussi, c'est une part importante de travail. On travaille aussi sur Strack, qui est moins connu, qui est une API très simple pour que les gens puissent accepter les paiements Lightning très facilement sans avoir de problèmes techniques, d'installation de nœuds, etc. En gros, alors, on est tiers de confiance pour le coup. Le principe de Strack, c'est que les gens nous payent nous, et dès que le montant de vos paiements dépasse une certaine somme, on vous fait une transaction Bitcoin. Donc ça, c'est très facile à mettre en œuvre, on commence à avoir de plus en plus de clients. On est un peu tiers de confiance, mais c'est pareil. L'idée, c'est de faciliter l'accès aux marchands, au réseau de paiement Lightning. Mais c'est trop tôt pour dire comment ça va se déployer et sur quoi il faut insister. Dans les régions où Internet est censuré, il y a prévu des solutions justement, passer par d'autres réseaux, Skywire, satellite, radio, Sigfox, LoRa, des choses comme ça. Aujourd'hui, il n'y a rien qui fait que les messages qui sont échangés sur Lightning puissent être échangés sur autre chose que du TCP. TCP, c'est ce qui permet aujourd'hui de faire les connexions entre les deux, mais en gros, si on trouve un moyen d'échanger des messages, on pourrait passer par à peu près n'importe quel transport. On peut même imaginer, je pense que ce serait assez lourd, on pourrait passer par du SMS ou... Tout ce qui compte, c'est de pouvoir...
la connexion entre deux peers, fonctionnellement, elle est virtuelle. Donc il n'y a pas d'implémentation qui font ça aujourd'hui, mais on peut très bien imaginer passer par autre chose. On pourrait très bien imaginer même que les échanges de messages, alors ce ne serait pas efficace du tout, ce soit des cartes mémoire ou si l'échange de messages peut se faire sur un transport quelconque, on peut faire fonctionner Lightning. C'est dur à faire. Pour moi, non, c'est pas très compliqué à faire. Il y a les bolts. Et puis, alors après, bon, il faut pas hésiter à nous contacter nous directement aussi pour avoir des infos, mais